Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, ravie de vous retrouver pour 2h30 de direct pendant lesquelles on va se parler, échanger, débattre, s'entraider. Alors sans plus attendre, je vous invite à appeler le 3921 pour nous parler de vous. Vous pouvez également tout au long de cette émission appeler ce numéro 3921 si vous souhaitez réagir, un témoignage, dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et vous pouvez également, vous y êtes même invité à donner votre point de vue, que ce soit par mail, europe1.fr. Vous pouvez nous contacter par ce biais-là, si vous préférez. Vous nous indiquez en quelques lignes le motif de votre appel, un numéro de téléphone où on peut vous rappeler. Et je vous promets qu'Amandine et Paul feront tout leur possible pour vous recontacter. Vous avez également la page Facebook à votre disposition, ainsi que les SMS au 7 39 21. Et c'est Philippe Chartier qui est à la console ce soir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Josépha. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir à mon oreille, tout près. Ben oui, je suis tout près de vous, là, c'est vrai. Oui, merci. Donc voilà, je suis heureuse de vous avoir et puis un petit peu intimidée aussi de parler de moi, ce que j'aime pas trop faire, mais bon, enfin, personne ne me connaît. Donc voilà, je voulais savoir ce qui poussait les gens, ou certaines personnes, et plus précisément du côté de chez moi, ma fille, qui pratique la langue de bois, qui ne dit rien, qui ne s'exprime pas. Et là, il y a à peu près 10 ans elle m'a fermé la porte et je ne sais plus, je n'ai pas de nouvelles et voilà. Et ça m'intrigue parce que dans ce contexte-là, je me pose des questions, j'essaye de me culpabiliser, de chercher des tas de choses que j'aurais pu faire ou ne pas faire, et ça me perturbe énormément, ça me rend malade. Oui. Et lorsqu'il est arrivé ça fait assez longtemps même, 9 ans à peu près, je l'avais eu au téléphone et je lui avais demandé quelle était sa façon de faire, qu'est-ce que j'avais pu faire, qu'il est blessé, ça devait être très grave pour qu'elle me ferme la porte comme ça. Je n'ai pas eu de réponse et elle m'a claqué le téléphone au nez. Elle m'a complètement... Voilà. Donc ça, c'était au début de la rupture, quand vous n'avez plus de nouvelles d'elle, vous avez cherché à savoir auprès d'elle ce qui provoquait cet éloignement. Voilà, je voulais savoir. J'ai dit, bon, si j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, enfin, on sait quand on fait quelque chose, mais des fois on fait des choses inconsciemment, et puis bon, on demande pardon, on s'excuse. Et donc, c'est ce que je voulais lui dire. Si j'ai fait quelque chose, dis-moi ce que c'est, et puis je te demanderai pardon. Mais elle m'a raccroché le téléphone. Elle était très en colère, oui. Alors, elle ne vous... pour raccrocher au nez, quand même. Oui. Quand même, hein. C'est assez agressif comme geste. Quand même. Oui. Mais dites-moi, vous n'avez pas eu de réponse de sa part, mais vous, déjà, est-ce que vous avez peut-être, vous, une petite idée de ce qui a pu provoquer quand même à ce moment-là une rupture nette, puisque vous me dites que ça fait 10 ans que vous n'avez pas de nouvelles d'elle. C'est-à-dire, j'en ai eu maintenant, ça fait à peu près 6-7 mois, oui. Ah bon, tant mieux. D'accord. Elle a repris contact avec vous. C'était dans un contexte où il y a eu un deuil dans la famille, donc il a fallu qu'on ait des rapports. Et puis bon, voilà, c'est resté là. Voilà. Alors, quel âge a votre fille aujourd'hui ? Elle a 32 ans, elle va en avoir bientôt 33. Oui, donc elle était très jeune quand elle a claqué la porte, là. Ah oui, mais c'était une petite fille qui était toujours très autoritaire, qui n'acceptait rien, donc c'était très difficile
difficile. Alors, on ne sait pas avec ces personnes comment s'y prendre, si c'est bien, si c'est pas bien. Et puis bon, quand elle a quitté la maison, elle venait de passer son bac, elle avait 18 ans, elle a voulu faire sa vie, voilà, fait sa vie, très bien fait son chemin. Et puis bon, je ne me suis jamais initiée dans sa vie privée parce que quand j'ai voulu une fois parler, ça ne te regarde pas. Donc j'ai compris, si je téléphonais pour avoir des nouvelles au bout de 2-3 mois, je dérangeais mademoiselle. Donc je suis restée dans mon coin, mais bon, avec beaucoup de chagrin, hein, beaucoup de chagrin. Vous me dites que c'était une enfant très difficile. Qu'est-ce que vous entendez par là? Difficile, c'est que elle a gardé ce introvertie, et puis bon, elle n'aimait pas, comment dire, quand on a une enfant qui a 6-7 ans, à qui on dit il faudrait faire comme ça et comme ça et comme ça, elle n'acceptait rien du tout, et puis en grandissant, ça a été de pire en pire, donc voilà. Et puis bon, moi... Vous voulez dire au moment de l'adolescence? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec vous? Ce qui se passait que, bon, j'avais un mari, je suis veuve, j'avais un mari qui était extrêmement gentil, mais je ne sais pas si c'est de rien faire, de rien dire, de ne s'occuper de rien, si c'est d'être gentil. Autant de mon côté que... Pas forcément, non. Voilà. Voilà. C'est être un peu passif et laisser faire, et ça vous donnait beaucoup de responsabilités et pas forcément le bon rôle. Alors c'était moi qui m'occupais de ma fille, de ses études, et donc il est arrivé qu'un jour le proviseur m'a envoyé un courrier pour que j'aille la voir, et donc elle me disait votre fille a de mauvaises fréquentations. Et puis bon, la surveillante, elle était au collège, elle allait fumer chez des camarades de classe, etc. Et bon, quand j'en parlais à son papa, écoute, il lui disait, allez, c'est pas bien ce que tu fais, mais gentiment, vous voyez. Et donc, bon, les devoirs, enfin, c'est moi qui gérais. Oui, donc c'est vous qui assumiez entièrement l'autorité. Voilà. Lui était plutôt dans la séduction vis-à-vis de sa fille. Oh, il mangeait, il travaillait. Oui, mais dans l'exemple que vous me donnez, écoute, toujours dit très gentiment, c'est-à-dire qu'à vous incombait le mauvais rôle finalement, de devoir poser des limites, des interdits. Il était assez effacé, lui, en tant que père. Tout à fait. Donc je me suis posé déjà cette question. Est-ce que si c'est parce que j'étais tout le temps derrière elle, parce que derrière elle, c'est un bien grand mot, à m'occuper de son éducation, de ses fréquentations, de ses devoirs, c'est pour ça que j'étais la méchante. Parce qu'une fois, elle m'avait dit, papa, il ne dit jamais rien, c'est toujours toi qui es derrière moi. Bon. Voilà. Elle est fille unique ? Elle est fille unique, oui. D'accord. Oui. Mais vous me dites que c'était aussi une petite fille introvertie. Donc, qui avait déjà une enfance certainement peut-être assez sensible, qui avait du mal à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressentait. Elle ne s'exprimait pas, et quand elle a été grande... Oui, c'est curieux ça. Oui, je suis quelqu'un qui est très sociable et extraverti, on va dire, hein. Mais ça ne veut pas dire que je manque de respect. Combien de fois m'a-t-elle dit, mes mamans, si on avait des invités, je chantais, je racontais des histoires, et ça ne lui plaisait pas. Elle me faisait la remarque. Ça la mettait mal à l'aise peut-être, si elle était très introvertie, de vous voir un peu plus volubile, et elle était un peu gênée par ça. Non, je ne sais pas, non, je ne pense pas, non, parce que c'était pas déplacé. Hein, non, mais j'imagine, mais ça pouvait la mettre mal à l'aise, elle, si elle était plutôt réservée. Oui, voilà. Donc le contact le lien a toujours été difficile avec cet enfant. Ah, tout le temps. Parce que autant, bon, avec une adolescente, les rapports se tendent entre une mère et une fille, mais avec une petite fille,
Il y a quand même quelque chose. Est-ce que elle venait quand elle avait un chagrin est-ce qu'elle venait vers vous pour être consolée? Est-ce que... Mais écoutez, elle a pas eu de chagrin. Ah, mais, ça m'étonnerait. Il n'y a pas d'enfance où il n'y a pas de chagrin. Hein. Je ne me souviens pas qu'elle ait été très malheureuse. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas. Je suis pas en train de vous dire qu'elle a eu une enfance à la Zola, hein, bien évidemment. Mais quand je parle de chagrin, les enfants ont des chagrins, l'expriment souvent par des pleurs, ont besoin d'être consolés, réconfortés. Vous voyez, bien, là, vous êtes tombé dans le vide parce que voilà, elle ne parlait pas. Voilà. Mais ça, moi, alors ça m'interroge déjà, hein, profondément quand même. Hein. Là, on est très loin de la langue de bois. On est de quelque chose d'une personnalité. Pourquoi était-elle aussi introvertie? Parce que y avait déjà cette difficulté-là. Et pas seulement l'enfant peut être à l'école parfois ou à la crèche. Enfin, tous les lieux de socialisation peut être inhibé, peut faire preuve d'une grande timidité, d'une réserve. Mais dans son environnement familial, a priori, on pourrait considérer bien qu'il se sent en confiance et donc qu'il peut s'exprimer. Ou s'il ne s'exprime pas, qu'on l'encourage à le faire. Voilà. Et quand il y avait ses anniversaires, qu'elle invitait des petits camarades, qu'elle était en CE1, CE2, bon, elle était là et puis c'était moi qui devais faire l'animation et elle était tout, voilà. Et je me demande, vous voyez, si c'était à l'heure actuelle, maintenant, je verrais un psychologue tous les. C'est pour ça que je me suis posé des questions. Est-ce que c'est moi qui n'étais pas bien? Est-ce que ça vous gênait à l'époque? Est-ce que vous vous sentiez gêné par cet enfant finalement qui vous restait un peu étrangère, que vous ne compreniez pas très bien? Non, ça ne vous gênait pas? Non, je disais, bon, elle est un peu timide. Non, elle avait tout ce qu'il lui fallait, hein. Oui, mais c'est pas de ça dont on parle là. C'est d'autre chose, c'est-à-dire que cet enfant qui était si introverti. Vous voyez, je suis frappée quand je parle de chagrin, d'être consolée. Vous me dites non, elle n'avait pas de chagrin, comme si, enfin, il y avait. Or, c'est dans la proximité. Autant le lien avec un adolescent devient compliqué, autant a priori le lien avec un petit enfant, le petit enfant, lui, ce qu'il demande spontanément, c'est de l'attention. C'est de la tendresse, c'est de l'amour. Il vient quémander ça, il vient réclamer ça. Enfin, elle avait tout ça. Elle avait tout ça. Et peut-être son papa était gentil, mais bon, il n'y avait pas de proximité avec son papa. J'entends. Il était gentil, mais pas forcément rassurant, tendre et protecteur. Et vous, est-ce que c'est compliqué pour vous de manifester votre tendresse? Ah non, pas du tout. Ah non. Et même quand elle était grande, je disais chérie, je t'aime. J'essayais de la serrer contre moi. Elle me repoussait comme si je sentais mauvais, vous voyez. Oui, il y a un contraste très singulier entre ce que vous me décrivez et quand même, moi, ce que j'entends déjà dans un lien qui a eu du mal à se mettre en place. Quel lien, votre enfance, elle a été comment? Mon enfance, j'étais une petite fille qui a été élevée sans papa. Et c'est tant mieux parce que j'en ai une souvenance, j'étais petite quand ma maman a divorcé parce que bon, c'était pas bien. Donc, on a vécu avec ma maman chez mes grands-parents, où j'avais un grand-père et mon papa ne m'a jamais manqué parce que j'avais un grand-père qui était présent, une grand-mère qui s'occupait de moi. Ma maman travaillait en dehors. Votre mère, oui, ça se passait comment avec elle? Ma maman travaillait, elle était gentille quand elle rentrait le soir. On était bien. Je n'ai manqué de rien. J'avais de l'amour, j'avais de la tendresse. Beaucoup de vos grands-parents, si je comprends bien, c'était eux qui étaient davantage présents pour vous dans la journée, dans votre éducation finalement.
c'est surtout ma grand-mère. Mais chez nous, on s'aimait beaucoup. Je crois qu'on s'aimait beaucoup. Mais on ne manifestait pas par des bisous, par des mots. Vous voyez, on s'embrassait chez mes grands-parents que le jour de l'an. Et encore, ma grand-mère me disait, oh là là, il va falloir encore que j'aille embrasser ton grand-père. Malgré Donc ça, c'est autre chose. C'est une histoire de couple, ça. Mais autant, parfois, on peut avoir du mal à se toucher, à s'embrasser entre adultes. Il y a une espèce de pudeur, de gêne, pardon. Autant, avec un petit enfant, je trouve que c'est plus simple, plus facile. En principe, mais pas toujours. Mais, oui, évidemment. Avec ma fille, j'aimais ma fille, je ne sais pas, je lui prodiguais des soins, je lui donnais de l'amour, je m'occupais de... Elle ne vous rejetait pas à ce moment-là, quand elle était enfant? Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai compris qu'elle avait du caractère lorsqu'à 5-6 ans, je lui avais acheté un vêtement, bon, et il ne lui plaisait pas, donc ce vêtement, elle l'a jamais mis. Donc je lui avais dit, écoute, maintenant, quand on ira faire les boutiques, tu choisiras tes vêtements et moi, je ne choisirai pas les vêtements. Et j'ai toujours respecté ses envies et surveillé, j'ai commencé à surveiller ses fréquentations lorsque le proviseur m'avait envoyé un courrier. Autrement, bon, je faisais confiance. Hein? On marque une petite pause, ma chère Josépha, et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. D'accord. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Europe 1, bonjour la France. 10h midi. Daphné Burki. Demain, le comédien Eric Elmosnino viendra nous voir à l'occasion de la pièce Ramsès II qu'il joue actuellement au théâtre. À demain dans Bonjour la France sur Europe 1. Europe 1, bonjour la France. 10h midi. Daphné Burki. Demain, le comédien Eric Elmosnino viendra nous voir à l'occasion de la pièce Ramsès II qu'il joue actuellement au théâtre. À demain dans Bonjour la France sur Europe 1. Europe 1, bonjour la France. 10h midi. Daphné Burki. Demain, le comédien Eric Elmosnino viendra nous voir à l'occasion de la pièce Ramsès II qu'il joue actuellement au théâtre. À demain dans Bonjour la France sur Europe 1. Allez, on va retrouver tout de suite Josépha. Vous êtes là? Toujours? Avec impatience. J'essaye de comprendre, parce que de cette enfance, me dites-vous, sans histoire, où vous étiez une mère tendre, attentive, cette petite fille que vous sentiez plutôt timide, plutôt réservée. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous en arrivez à un moment, à cette relation où elle vous repousse, même quand vous lui manifestez votre tendresse, et à une rupture? C'est-à-dire que, donc, à 22 ans, le lien s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? À quoi l'associez-vous? Vous avez certainement, vous, une petite idée, quand même. C'est-à-dire, elle a quitté la maison à 18 ans, après le bac. C'est tôt, c'est rare, je trouve, aujourd'hui. Hormis si, je ne sais pas, parfois on est en province, on part faire ses études à Paris, des choses comme ça, mais sinon, c'est pour cette raison. Elle avait rencontré un garçon de très bonne famille, très bien, donc ils ont vécu ensemble, mais bon, quelques temps, ils sont restés ensemble, même très longtemps. Et bon, je n'ai jamais posé de questions et ceci et cela, parce que je savais qu'elle n'aimait pas ça. Je me disais, bon, si elle a quelque chose à me dire de sa vie, de ses besoins, voilà. Il est arrivé que à 20 ans, elle a eu 19 ans, elle a eu un souci de santé. Et donc, elle m'en a fait part et je l'avais amenée chez un médecin qui l'a guérie parce que, bon, elle m'en avait pas parlé. Elle avait essayé de contacter, de voir des médecins qui n'arrivaient pas. Et je lui avais dit, bon, j'ai un très bon médecin, si tu veux, on ira le voir. Donc, voilà. Mais c'est la seule fois où elle s'est confiée qu'elle avait ce souci qui était assez important. Voilà.
Voilà. Elle en a reparlé après ? Ah non, on en a plus reparlé. Elle a pris des vacances, elle est partie, elle a très bien travaillé, elle a bien mené sa vie, un bon job et tout ça. Elle ne s'est jamais plainte après de rien du tout. Donc, quand je n'avais pas de nouvelles, au bout de 2-3 mois, j'ai essayé de l'appeler, de dire bonjour, comment ça va. Oui, ça va, maman, ça va. Et excuse-moi, je suis crevée, j'ai trop travaillé. Ou excuse-moi, j'ai une copine, ou voilà. Donc, mais le médecin, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à ce souci ? elle avait eu un souci d'ordre gynécologique. Voilà. Oui, mais bon, on peut comprendre, là, du coup, il y a une pudeur, il s'agit de son intimité, qu'elle n'ait pas voulu vous en parler, que le médecin soit resté discret sur ce sujet. Ça peut arriver aux jeunes filles. Non. Mais ça n'explique pas. Elle m'en a parlé tout de suite. Et je peux vous dire qu'il y avait des soins à faire à ce niveau. Eh bien, c'est moi qui l'ai soigné comme un bébé. Hein. Pardon ? Ah oui. Mais à quel âge ? 19 ans. 19 ans. Vous lui faisiez des soins gynécologiques ? C'est-à-dire, il fallait lui faire des comment dire, des pulvérisations pardon, j'ai pas compris. Des pulvérisations, hein, il fallait la soigner et donc. Mais des pulvérisations, attendez, je ne comprends pas bien. Sur un plan gynécologique ? Oui. Oui, mais c'était pas à vous de faire ça ? Eh bien, écoutez, maman, ça la faisait souffrir et puis bon. Non, mais enfin, là, on est dans quelque chose d'une proximité physique qui est extrêmement gênante. C'était pas, enfin, autant on pratique des soins corporels, bien sûr, sur un jeune enfant. Oui. À partir du moment où on est à l'adolescence, là c'était une jeune femme de 19 ans, ce qui relève de la sphère intime des soins du corps, des soins gynécologiques, les parents n'ont pas à intervenir là-dessus. On est dans un contexte quand même très particulier là. L'intimité est très gênante à ce niveau-là. Elle me laissait complètement sans nouvelles et puis là. Oui, mais attendez, là on passe du coq à l'âne. Là on passe du coq à l'âne là. Voilà. Vous voyez, parce que vous me parlez de ce souci gynécologique où finalement vous lui prodiguez des soins comme un bébé, si ce n'est qu'elle a dit. Elle me le demande, hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas possible. Non. Je vous assure. Non, mais moi je suis atterrée là par le fait que le médecin à ce moment-là, s'il y a des soins à prodiguer, c'est des soins infirmiers. On fait venir quelqu'un, mais certainement pas la mère qui intervient dans cette sphère-là. C'était très court parce que j'avais un très bon gynécologue qui se trouvait à Saint-Maur-des-Fossés à l'époque. Et donc il avait traité en une semaine, c'était terminé. Hein. Justement, c'était pas encore une fois le gynécologue. Enfin, il vous a dit oui, vous prodiguez les soins à votre fille. Non, il lui avait dit, mademoiselle, vous devez faire ça et ça et ça et ça. Et elle m'avait dit, maman, est-ce que tu peux me faire ces pulvérisations ? J'ai dit, bon, écoute, si tu veux que je fais ça, je sais pas. Elle dit, oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vais lui dire non, j'allais lui dire non à ma fille. Oui, enfin là, oui, bien sûr, oui, parce que c'est plus de c'est une forme de promiscuité qui est très dérangeante. Et qui quelque part interroge, parce que dans ce lien, cet enfant si réservé, si introverti, si timide, qui après, vous me dites, est dans le rejet vis-à-vis de vous, et qui là est dans un soin d'une intimité dingue, un soin gynécologique alors qu'elle est une jeune femme, puis après cette coupure. Donc il y a plein de zones d'ombre qui, dans cette histoire, qui rendent le cheminement un peu incompréhensible, où on passe d'une proximité, promiscuité à une distance. C'est peut-être pas sans raison d'ailleurs, cet éloignement et ce rejet. Je ne sais pas. Bien, écoutez, c'est bien d'en parler parce que bon, là vous me posez. Moi, ça m'interpelle très sérieusement. Moi, parce que le corps, à un moment, autant le corps d'un petit enfant évidemment
la mère prodigue les soins au petit enfant. À partir du moment où où la puberté a eu lieu, les parents n'ont pas à intervenir sur les zones génitales de l'enfant. Et alors, donc, si les soins doivent être pratiqués par un tiers, un professionnel. Sinon, on est dans quelque chose de très troublant, de très perturbant. Et en tout cas, j'essaye avec vous de tâtonner, d'avancer, d'essayer de comprendre. Et c'est vrai que, et là, il y a quelque chose dans cette demande, soi-disant, de cette intimité qui n'a pas lieu d'être, et puis après on passe au rejet, et maintenant à une rupture de 10 ans, donc oui, il y a quelque chose un problème de distance, j'ai envie de dire, mais distance, pas seulement la distance géographique, distance symbolique. Oui, bon. Moi ça ne m'a pas perturbée. C'est justement ce qui est perturbant, c'est que ça ne vous est pas perturbé. J'ai trouvé ça normal, j'ai dit bon... ça ne l'est pas. Elle était très mal. Elle avait non, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment... Et je pense que quand même, par rapport à toute cette histoire, ça sera important que vous alliez un peu de votre côté vous faire aider, parler, parce qu'il y a quelque chose au niveau d'une confusion, mais totale. Une confusion. Ah oui, au niveau il y a un problème vraiment. Il y a quelque chose d'assez confus. Je vous dis, vous me parlez, vous avez commencé en souffrant, et j'entends que vous en souffrez de cette distance avec votre fille. Mais le problème, effectivement, elle est dans la distance symbolique, avec elle on passe de quelque chose d'une extrême promiscuité à tout d'un coup rupture. Ceci n'est peut-être pas sans lien, à mon avis. Je vous conseille d'aller en parler. Bon courage, Josépha. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit est à vous sur Europe 1 et la ligne est ouverte au 39 21. Nous sommes en direct, bien sûr, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Et je vous invite à m'appeler pour me confier vos doutes, vos interrogations, vos désirs, vos fragilités. 39 21 si vous désirez me parler, mais aussi si vous souhaitez à un moment témoigner, parce que une histoire fait écho à la vôtre, ou vous pensez pouvoir apporter votre soutien à un auditeur, une auditrice, partager votre expérience en direct avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également le faire sur le site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, ou encore par SMS au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je suis un peu émue là. Oui, mais c'est toujours un peu intimidant les premières minutes, mais vous allez voir, ça se dissipe très rapidement quand vous êtes dans votre histoire. D'accord. Donc je voulais vous dire, voilà, ça fait à peu près 3 mois que j'ai connu une personne sur Internet. Oui. On s'est vu 4 fois depuis. D'accord. Vous êtes plus. Oui, bien sûr, oui. Et donc, on se téléphone quasiment tous les soirs, sauf le week-end. Le week-end, je n'ai aucune nouvelle. Donc, je ne sais pas ce qui se passe le week-end. Je lui ai posé la question. Il me dit un coup qu'il va chez sa mère, un coup chez son oncle. Enfin, toujours une excuse. Oui, mais ça vous alerte un peu quand même. Un petit peu, oui, parce que c'est bizarre d'avoir des nouvelles toute la semaine. Systématique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une trop grande rupture. C'est-à-dire que la semaine, il est très présent au téléphone. C'est ça. Et systématiquement, à partir du vendredi soir, vous ne pouvez pas le joindre. Pas du tout. Vous avez essayé, ou finalement vous respectez j'essaie de faire le numéro, mais je tombe sur la messagerie. Le portable est éteint le week-end? Oui. Tout le temps, d'accord. Tout le temps. C'est un peu étrange de présenter déjà les choses comme ça, parce que quand bien même il serait chez sa mère ou dans sa famille, pourquoi il ne peut pas vous parler? Oui, c'est ce qui me semble bizarre. On peut quand même se parler, même qu'il soit chez sa mère ou...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que et en plus, vous n'êtes pas intrusif. C'est-à-dire que si il est, je sais pas, en plein déjeuner ou en plein dire, on peut dire, écoute, je te rappelle plus tard. Mais Oui, je vois pas en quoi le fait d'être en famille l'empêche d'être joint. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux, je dirais. Oui. Je comprends que vous vous posiez des questions. Et surtout que c'est systématique, parce que il pourrait dire, écoute, tel week-end, j'ai un grand raout familial, une réunion de famille, un mariage, quelque chose, je vais pas être très disponible, donc je suis désolée, mais je ne m'appelle pas. Mais si il vous a finalement, il vous dit que tous les week-ends, il ne sera pas disponible. C'est comme ça qu'il le présente, ou ça peut évoluer, ça? Françoise, est-ce que vous êtes là? Ah, on l'a. Allô? Ah, j'avais cru vous perdre. Non, je suis là. Il y a eu vous m'avez entendu, ou vous n'avez pas entendu la question que je vous posais? Non, on a un petit souci là. Françoise, apparemment, on a un souci avec votre ligne téléphonique. Bon, on va essayer de régler ça au standard. On passe un petit peu de musique et on vous retrouve tout de suite après. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Françoise, on vous a retrouvée. Oui. Je crois qu'on a eu un petit souci. Enfin, c'est pas que je crois, on a eu un petit souci avec votre téléphone. J'espère que ça va pas se renouveler. Vous avez suffisamment de batterie, ça va? Oui, ça va. Bon, alors écoutez, on croise les doigts. Alors, donc vous étiez en train de vous interroger sur une relation avec un homme que vous avez rencontré il y a 4 mois par Internet, avec qui ça se passe bien, que vous voyez la semaine, qui est disponible pour vous, mais il y a le week-end où là, il est injoignable et il vous dit que c'est parce qu'il est en famille. Voilà, c'est ça. Qui est peut-être le début déjà d'une vérité, mais de quelle famille s'agit-il? Voilà. C'est ça. C'est ça. Vous n'avez pas osé. Alors c'est vrai que c'est très récent, hein, votre rencontre. Ça date de 4 semaines. Évidemment, on n'en est pas. Vous n'allez pas. Lui demander. Il n'a pas de compte entre guillemets à vous rendre quand on se rencontre comme ça. Mais vous pourriez laisser entendre que vous trouvez quand même curieux. Vous auriez pu lui dire une fausse naïveté en disant, mais après tout, pourquoi je peux pas te joindre même si tu vois ta mère? Qu'est-ce qui se passe? Elle est très malade? Elle est très... Vous voyez, poussez un peu. L'air de rien. La fausse candeur. Qu'est-ce qui se passe? Elle est... Vous voyez? Oui. Voir un peu comment il se débrouille par rapport à ça. Oui, parce que, évidemment, quand même, la première chose, j'imagine, à laquelle vous pensez, non? C'est que cet homme... À une autre femme. Oui. Ou une femme. Ou une femme, tout simplement. Oui. Et donc, la semaine, il est plus libre du fait de son travail. Il peut justifier ses absences par son travail, par ses déplacements, alors que le week-end, il n'a pas forcément un travail qui lui permet de justifier d'éventuelles absences. Voilà, ça doit être ça. Enfin, c'est la question que je me pose, oui. Et ça a été dès le début de votre rencontre, c'est-à-dire que dès le début. Et comment il vous l'a, quels sont les mots qu'il a utilisés pour vous dire qu'il ne serait pas du tout disponible le week-end? C'est-à-dire qu'il me le dit même pas, mais moi, quand le lundi il me recontacte, je lui demande pourquoi il m'a pas appelé le week-end. Et là, il me répond, j'étais chez ma mère, elle était malade, ou alors ce week-end d'après, c'était chez son frère. Oui, voilà. D'accord. C'est tout ce qu'il me dit. Hein. D'accord. C'est quand vous lui posez la question, mais il n'a pas mis, lui, un veto en disant le week-end, je ne serai pas disponible, ne m'appelle pas. Non, pas du tout. C'est vous qui essayez spontanément de l'appeler, et à chaque fois, vous heurtez à son répondeur. Il est tout le temps sur répondeur le week-end. Tout le temps. Et donc, une fois, c'est sa mère qui est malade, une fois, c'est son oncle, enfin voilà quoi. Oui, c'est quand même un peu gros, je trouve. Oui. C'est-à-dire que le fait que donc sur 4 week-ends, à chaque fois, il a toujours un truc, quoi. Oui, c'est ça.
Enfin, ça fait plus de 4 week-ends, parce que ça fait à peu près 3 mois qu'on se connaît quand même. Mais oui, ça fait. C'est toujours moi qui ai un problème avec les dates. Ça fait. Non, mais vous êtes. Oui, mais vous vous êtes vus 4 fois quand même. J'ai noté le chiffre 4 quelque part dans ma tête. On s'est vus 4 fois depuis le début, oui. 4 fois en 3 mois ? Oui. C'est pas beaucoup, hein ? Non. Et pourquoi ? Vous aimeriez le voir davantage, vous ? C'est peut-être vous qui. Il n'était pas disponible ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous voyez... Il me dit que la semaine, il travaille beaucoup. Et il finit tard le soir, donc voilà, ça l'embête de passer. Mais moi, c'est sûr, oui, j'aimerais bien le voir plus possible, quoi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, je crois quand même, même si c'est une réalité pas très agréable à entendre, que vous éclaircissiez ce problème rapidement, avant de vous attacher trop à lui, parce que je vais le dire familièrement, mais ça sent quand même l'homme marié. Hein. Oui. Les hommes qui sont jamais disponibles, injoignables le week-end, c'est qu'en général, le week-end, c'est réservé à leur petite famille. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais... Vous voyez, c'est quand même... bon. Et je ne vois pas comment, d'ailleurs, enfin, c'est fou, parce que... comment il peut faire durer ça, puisque... Vous êtes déjà revus. À chaque fois, ça va devenir de plus en plus compliqué quand même. La ficelle, elle devient un peu grosse parce qu'il peut y avoir un impondérable, il peut y avoir quelque chose. Mais enfin, systématiquement, tous les week-ends, monsieur n'est pas libre. Il va falloir, ça va devenir, il va sortir les rames à un moment. Hein. Oui. Mais je trouve que Je trouve, enfin, je ne sais pas comment, je ne vous connais pas, donc ça dépend aussi de votre personnalité, de votre histoire, mais je trouve qu'il vaudrait mieux que ça vienne de vous. Que vous n'ayez pas aussi, qui preniez un peu l'initiative des choses en disant ça va, quoi. Oui. Dire, écoute, t'es jamais dispo le week-end, je veux bien qu'il y ait un imprévu, un impondérable familial, mais enfin, tous les week-ends, qu'ils comprennent que vous n'êtes pas naïve non plus. Oui, il faudrait que je lui dise. Oui. Vous voyez, enfin après, oui, je trouve quand même. Oui. Ou alors laissez-le un peu se heurter le lundi quand il vous appelle, laissez tomber sur votre répondeur. Mais enfin, à ce petit jeu-là, on va pas jouer au. Oui. Hein, ça peut durer longtemps, hein, vous me direz. Je trouve autant le savoir, mais. Dites-lui, vous avez le droit quand même de vous poser des questions et ça montre que oui, vous ne faites pas preuve de naïveté. Moi, je vais lui demander. Oui. Je trouve, hein. Vraiment. D'accord. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui disait toutes les réactions que j'ai vont un peu dans le sens de dire de toute façon, c'est pas clair. Autant que vous en rendiez compte assez vite, que vous vous posiez la question. Parce que, vous savez, parfois, quand on est amoureuse, on peut très vite se raconter des histoires, hein, des histoires qui nous arrangent. Donc je trouve que c'est mieux que vous regardiez un peu les choses en face comme vous le faites. Oui. D'accord, je lui poserai la question. Oui, enfin, laissez-lui entendre que vous n'êtes pas dupe. Alors après, c'est à vous de voir... C'est à vous de voir parce que vous avez aussi les cartes en main. Hein. Vous pouvez désirer poursuivre une relation de ce type-là, mais que les choses soient claires, qu'ils vous prennent pas pour une imbécile. Oui. En vous trouvant à chaque fois un nouveau prétexte pour le week-end. Bah oui. Vous voyez, je trouve, reprenez un peu les choses en main, quoi, qu'ils vous prennent pas pour une idiote. D'accord. C'est ça, je trouve. C'est là où je vous disais, prenez un peu les devants. Et c'est mieux que vous vous en rendiez compte maintenant, plutôt que le temps passant, vous attachiez davantage et la chute serait plus rude. Oui, c'est sûr. Donc, bon. Voilà. D'accord. Très bien. Et puis, donnez-lui une dernière chance. Tentez encore ce week-end. Peut-être qu'il va répondre, mais bon, vous verrez bien. Mais enfin, vous voyez, moi je pense à un moment, vous n'allez pas jouer au chat et à la souris comme ça avec cet homme, jamais libre le week-end, et ça va, quoi. Enfin, montrez-lui que vous connaissez un peu ce qui se passe et que on sait bien que sur ces sites de rencontres se trouvent des hommes
et des femmes d'ailleurs, mariées, Oui, bien sûr. et qui veulent une relation, une aventure, mais pour autant qui ne peuvent rien proposer d'autre parce qu'ils sont engagés ailleurs. Et certains le disent d'ailleurs, il y en a qui le disent, mais d'autres avancent masqués. Vous êtes totalement disponible pour une histoire, Françoise? Ben oui, justement, Oui, moi je c'est ça. cherche pour me remettre en couple, oui. Oui, c'est ça. Vous êtes, en vous inscrivant sur ce site, vous êtes désireuse de construire une relation. Enfin, Voilà, bon. c'est ça. Oui. Donc là, c'est pour ça, il y a un déséquilibre trop grand et il faut pas qu'il s'amuse avec vous. D'accord. Et d'autant que il y a bien sûr des hommes inscrits sur ces sites qui sont désireux d'une véritable rencontre, tout comme vous. Donc ça serait dommage de perdre du temps avec quelqu'un qui vous balade, qui vous trimballe, alors qu'il y a d'autres personnes qui, elles, sont dans un véritable projet. D'accord. D'accord ? D'accord. Bon. Désolée, je vous dis les choses un peu, mais bon, Non, mais je pense c'est que bien, c'est ce que je veux entendre. Oui, je pense que de toute façon, le fait même que vous posiez des questions, vous aviez déjà un peu la réponse. Un petit peu, mais voilà, je voulais vous en parler. Et en tout cas, vous me semblez très clair par rapport à ce que vous souhaitez. Et donc, par rapport à ce projet d'être en couple, s'il est déjà établi en couple, il vaut mieux passer votre chemin. C'est sûr. C'est mieux. Bon. Ah, il y a Dalton, et Dalton, il est perfide. Il dit, invitez-le un samedi soir au restaurant. Non, mais quand ça manque déjà de spontanéité comme ça, qu'il y a des jours où on peut s'appeler, des moments et d'autres où on peut pas, ça traduit quand même, ça va pas. Bon, bonne chance, je vous dis bonne chance pour la suite, moi, ma chère Françoise. Merci. Au revoir. Merci. Bonne nuit, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir, Karine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc voilà, j'ai appelé ce soir parce que je suis un petit peu en difficulté. Donc ma mère est donc hospitalisée depuis longtemps. Je vais devoir, elle va devoir rentrer dans un EHPAD pour personnes âgées dépendantes. Et là, j'ai des difficultés parce qu'elle a un chat. Une petite chatte qu'elle a depuis quelques années, et moi je peux pas prendre cette petite chatte parce que j'ai moi-même un chat qui n'accepte pas du tout de partager son territoire, et il faut que je trouve une solution. Et donc je me disais, c'est une chatte qui est un petit peu âgée, qui a une dizaine d'années, mais qui est absolument adorable, et je voulais voir si, en plaidant un peu sa cause auprès des oreilles attentives, il y aurait des gens qui voudraient soit en parler à d'autres gens qui peuvent être un peu seuls, parce que c'est une chatte qui est absolument adorable et très, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce que je pense d'elle, c'est qu'elle est très réconfortante pour les gens parce qu'elle est très présente, très câline. Oui, d'accord. Et voilà. Donc oui, c'est qu'elle déjà, elle est douce, câline, elle aime beaucoup être sur les genoux, voilà, ça. Exactement. Ça va être dur aussi. Je trouve que c'est toujours des situations très douloureuses pour les personnes âgées qui, parce qu'elles rentrent en établissement, doivent se séparer d'un animal qui devient un ami, enfin, qui est une présence, j'utilise votre mot, oui, tellement réconfortante, et pour l'animal qui se retrouve, lui, privé, comme ça, coupé aussi, se retrouve dans un refuge. Vous dites, je vois sur votre petite fiche, elle vient déjà d'un refuge, cette petite chatte. Oui. C'est pour ça que vous voudriez éviter de l'y remettre. Voilà. Je comprends. Vous êtes allé la chercher il y a combien de temps, donc elle a 10 ans, là. Donc elle, alors, c'est pareil, on ne sait pas très bien, parce que sur ses papiers, elle est de 2008, mais en fait, les vétérinaires que j'ai vus disent qu'elle est un petit peu plus âgée que ça. Par contre, quand on voit sa bouille, elle fait vraiment chaton. Elle fait bébé. Ah oui, elle est... Voilà. Et puis, alors c'est vrai que, en plus, ce que moi je propose, c'est de chercher plutôt une personne qui pourrait l'accueillir chez elle, mais sans être propriétaire, parce qu'elle doit prendre des médicaments. Et donc,
Mais quel rapport avec le fait qu'il faut quelqu'un de locataire? Parce que je voudrais participer, je voudrais pas mettre les gens en difficulté, quoi. Je voudrais, s'il faut, participer aux achats des médicaments. Mais de quoi souffre-t-elle? C'est un problème de foie, des problèmes hépatiques, ce qui est assez courant apparemment. Et donc il y a un cachet à lui donner tous les jours, quoi. D'accord, qu'elle prend facilement. Oui, on réduit ça en poudre et on lui met ça dans son. D'accord, dans son repas. Oui. Mais dites-moi, vous me dites que vous avez un chat donc qui veut pas du tout partager son territoire, mais alors après, est-ce que si cette petite chatte, elle était plutôt très douce, déjà c'est une femelle, vous avez fait des essais quand même, parce qu'en appartement, un petit appartement c'est difficile, mais parfois dans une maison, les chats se trouvent, ils se partagent le territoire d'une certaine façon, peuvent s'éviter. Alors, l'année dernière, j'ai fait l'essai d'être famille d'accueil, justement. Pas avec elle, évidemment. Donc, j'ai accueilli une chatte qui était super, d'ailleurs. J'ai beaucoup pleuré en la redonnant et ça a été terrible, quoi. Enfin, vraiment, lui... Parce qu'il est très agressif. Ah oui, il l'a cantonné, elle avait pas le droit de sortir, il l'avait cantonné dans la chambre, elle n'avait pas le droit de sortir de là, et il est épouvantable, quoi. En plus, il prend de l'âge aussi, et il dépérissait, donc c'était vraiment une situation vraiment compliquée, quoi. Donc voilà, je sais que... Donc je suis en lien aussi avec deux associations, une de chats errants de la ville où j'habite et puis. Dans quelle région vous trouvez-vous? C'est important, j'ai des messages. Parisienne. Vous êtes en région parisienne? Oui, dans les Hauts-de-Seine. Dans le 92? Oui. D'accord. Bon, ça c'est important déjà pour vous situer. Peut-être ça serait s'il y a des personnes qui nous entendent qui sont dans les Hauts-de-Seine ou enfin en région parisienne ou à Paris et qui seraient désireux d'adopter une petite chatte. Vous dites absolument adorable, très câline, très douce. Pourquoi pas 39 21. Il y a quelqu'un qui parle aussi. Il existe beaucoup d'associations. Il y a l'école du chat. J'en vois Patoune du cœur. Vous avez vu du côté du vétérinaire, des vétérinaires, parce que je trouve j'ai posé une affiche. Il voit. Enfin, j'ai posé une affiche. Oui, vous avez bien fait. Oui, parce que dans la salle d'attente, c'est un lieu de passage où, quand on amène son animal, on regarde comme ça, et puis. Il peut lui aussi connaître des gens qui sont à la recherche, justement, qui souhaitent adopter. C'est un lien important, le vétérinaire. Oui. La seule on en a parlé évidemment, et la difficulté, c'est qu'il y a aussi beaucoup de chatons. Là, en fait, pourquoi je pense à cette émission? Parce que, en fait, l'idéal, c'est vraiment, par exemple, quelqu'un qui écoute et qui pense à, je sais pas, par exemple, sa mère ou son père d'ailleurs, qui peut être un peu esseulé en ce moment parce que ça peut être une proposition que de lui proposer un chat sans trop d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça parce que sur le papier, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Une chatte de 10 ans avec des médicaments, voilà, ça peut paraître un peu... oui, mais en même temps, c'est important de le dire parce que, 10 ans, c'est pas très vieux pour un chat, mais elle a un traitement, c'est onéreux, ce traitement, parce que vous disiez que vous... Je vois, une 40aine d'euros par mois. D'accord. Bon, ça reste... Mais c'est important de le dire parce que il faut le prendre en considération, évidemment. Ça serait aussi rassurant, j'imagine, pour votre maman de savoir qu'on va trouver une famille, aimante pour sa petite compagne, parce qu'elle doit, je sais pas, de se faire du souci aussi pour ça, non? Elle en parle. Alors c'est compliqué parce que l'acceptation, comment dire, elle y pense, elle oublie de temps en temps, quoi.
D'accord. Bon, dans un sens, tant mieux pour elle. Tant mieux pour votre maman. C'est-à-dire que c'est pas un déchirement. Elle est prise un peu par autre chose. On fait un appel, si quelqu'un en région parisienne, donc vous trouvez dans les Hauts-de-Seine, dans le département du 92, donc ou peut-être d'ailleurs même quelqu'un qui est un peu aux alentours ou en province, qui serait désireux d'adopter cette petite chatte. Comment elle s'appelle ? Pupus. Elle porte bien son nom, donc. Oui. Oui. C'est une petite chatte très câline, très douce, qui a déjà connu un refuge. Oui. Enfin, c'est clair. Donc, elle était de la SPA. Elle vient de la SPA. Voilà, on est allé la chercher là-bas. C'était au moment du placement de mon père, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup aidé ma mère. Oui, c'est pour ça que pour vous, c'est un crève-cœur, parce qu'elle a été très, très réconfortante. C'est le mot que vous utilisiez. Par sa présence, donc la placer aujourd'hui dans un refuge, ça sera un crève-cœur pour vous. J'arrive pas. Non, je peux pas l'accepter. Au pire du pire. Donc là, c'est vrai que depuis. Et personne dans la famille ne pourrait, au sein de votre propre famille, ne serait prêt à adopter cette petite chatte qui est l'air tellement facile. Ouais. On est une toute petite famille. Donc voilà. Et voilà, c'est donc là, vous avez lancé l'appel, Karine, 39 21. Donc si vous voulez adopter cette petite chatte dont la maîtresse va se retrouver placée en EHPAD, et vous pouvez aussi nous envoyer un mail, europe1.fr. Vous avez aussi la page Facebook de l'émission, et je rappelle, Karine, que vous trouvez donc dans les Hauts-de-Seine. Là, et vous seriez prête, évidemment, si quelqu'un était désireux de l'adopter, de lui présenter, enfin qu'il vienne la voir. Absolument. Ça me permet d'ailleurs à ce sujet, si vous le permettez, de parler. Sur le répondeur, donc je dis, on fait le répondeur, on écoute vos nombreux messages. Je ne sais pas si elle a l'écoute ce soir, mais il y avait une dame de Châtillon-sur-Reims qui souhaitait l'adresse d'un refuge qui accueille les vieux animaux abandonnés, dont j'avais parlé déjà, je m'en étais fait l'écho parce que je trouve qu'ils font un travail absolument formidable. Ça s'appelle avarefuge.fr, tout attaché. Pardonnez-moi. Avarefuge, donc AVA refuge.fr. Et ils accueillent, si vous voulez, actuellement ils ont plus de 500 protégés, des chiens, des vieux chats, des chevaux et d'autres animaux aussi. Ils leur évitent l'euthanasie, des chiens aussi jugés difficiles en raison de leur comportement, parfois la justice avait décidé qu'ils soient euthanasiés, et ils les mettent pas à l'adoption, ceux-là, mais ils leur ont créé vraiment un lieu très paisible, très sécurisant pour tous ces animaux vieillissants, malades ou en détresse. C'est un vétérinaire qui travaillait à Paris, qui avait vraiment un lien formidable avec les animaux, le docteur Bedossa, qui a rejoint donc ce refuge, et lui et toute son équipe font un travail remarquable. Donc je vous le dis aussi parce que on ne sait jamais. Enfin, je sais que malheureusement ils sont débordés, comme beaucoup les refuges, qu'ils fonctionnent grâce à des dons, donc c'est compliqué, mais qu'en tout cas l'accueil est vraiment, ils prennent soin de ces vieux animaux. Ça s'appelle avarefuge.fr. Donc si cette dame de Châtillon-sur-Reims, parce qu'elle nous avait laissé un message sur le répondeur, elle avait perdu son chien âgé, elle-même est âgée, elle voulait reprendre un chien âgé pour lui permettre d'avoir une fin de vie heureuse, entourée et autres. Donc en tout cas, si vous avez l'occasion, allez faire un tour sur ce site, parce qu'ils font vraiment un travail formidable. Je l'ai noté. Voilà, donc sinon, contactez quand même l'école du chat. Il y a beaucoup de gens qui aiment les chats et qui font un boulot dingue, qui essaie de les placer, de leur trouver des familles. Voyez quand même du côté de votre veto, mais faites plusieurs vétos.
demander, il peut y avoir un petit coup de pouce. Puis on espère que cette petite chatte ne se retrouvera pas en refuge, parce que comme vous dites, ça serait quand même... Alors, il y a des gens qui disent, c'est vrai, et je pense à Lily, elle dit, avez-vous essayé de vaporiser des phéromones dans votre appartement? C'est vendu. Oui, j'ai essayé. Parce que ça marche bien, ça. Bah écoutez, j'ai essayé les 2 marques de vétérinaires, qui sont chez Iveto, et ça n'a pas été très probant. Hein. Il faut du temps aussi, hein. Je sais pas combien de temps vous avez essayé, mais il faut quand même beaucoup. Ah oui, mais pour un chat, c'est rien. Hein. Quand on voit le temps pour même des chats sauvages, on peut arriver à les toucher, mais moi, je sais, mes parents en ont recueilli. Enfin, il y en a un, il a fallu c'est au bout de 2 ans, il venait manger, mais il fallait surtout pas le toucher. Et c'est au bout de 2 ans qu'il a commencé à accepter des caresses. C'est très très long avec les chats, hein, souvent. Donc bon, l'appel est lancé, 3921. J'espère qu'on pourra trouver une réponse à votre problème. Il peut peut-être essayer, donnez-vous du temps, parce que si c'est un tel crève-cœur pour vous, c'est peut-être dommage de... Vous voyez, il y a peut-être des arrangements possibles. Bon courage, bonne chance, Karine. Merci On a beaucoup. passé l'appel en tout cas. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors des messages suite à l'appel de Karine, donc qui souhaiterait pouvoir faire adopter une petite chatte, sa mère devant aller en EHPAD. Coco dit elle pourrait aussi faire appel à un vétérinaire comportementaliste parce qu'ils font vraiment des merveilles. Et Coco qui ajoute il faut du temps avec les chats hein, pour arriver. 1 mois c'est très court quoi pour un chat pour arriver à les faire cohabiter et alors après, c'est compliqué évidemment si on vit dans un studio, ça devient vite l'enfer quoi, ou même dans un 2 pièces, il faut enfermer un dans une pièce. Bon, mais dès qu'on est si on a la chance d'avoir un appartement plus grand, voire une maison, il y a des chats, c'est vrai, on voit bien qu'ils s'entendent pas, ils se croisent, ils se donnent des coups de patte, ils crachent, mais en général, ils s'arrangent quand même et chacun a son endroit, son territoire et ils s'évitent. Il faut simplement prendre le temps. Bon, en tout cas, je voulais quand même rassurer Karine parce que on a des appels pour cette petite chatte. Je remercie Philippe qui est à Avignon mais qui a une maman qui est au cœur de Paris et qui est désireuse d'adopter une petite chatte. Alors c'est vrai qu'elle en fait une description tellement charmante puisqu'elle était habituée à vivre avec une dame âgée. Karine nous dit qu'elle a beaucoup réconforté sa mère au décès de son père. On a aussi une dame qui est famille d'accueil à la SPA. Merci de nous avoir contactés au 3921 et soyez assurés bien sûr que l'on va faire remonter vos appels et vous mettre en contact avec Karine comme on le fait d'ailleurs chaque soir quand vous vous manifestez pour entrer en contact avec un intervenant. Bonsoir Nadia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, vous allez bien Caroline? Mais oui, c'est gentil de me demander. Oui, ça va et vous? Oui, ça va à peu près. C'est pour ça que je vous appelle. C'est à peu près. Je salue quand même Amandine et Paul. Oui. Et tous les auditeurs et auditrices. Oui. Et je vous appelle parce que je suis attristée par le comportement d'une de mes filles. Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle est distante avec moi. D'accord. Elle est distante depuis. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a quel âge votre fille? Oui, elle a 40 ans. Ah oui, d'accord. Donc, oui, il y a longtemps qu'elle a quitté la maison, j'imagine. Oui. D'accord. Elle a des enfants, j'ai des petits-enfants. D'accord. Mais j'essaye d'avoir une bonne relation avec elle, mais elle est distante. Elle est distante depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose? Que pendant son adolescence, c'est vrai que ça s'est un peu mal passé. Oui. Parce que je me suis séparée avec son père. Oui. Et elle a mal vécu ça? Oui. Et elle a été attirée par son père et se plaignait comme quoi c'est de ma faute. Je sais pas comment me comporter avec elle. Vous voulez dire que c'est depuis cette séparation avec son père qu'elle s'est rapprochée? Elle était proche peut-être déjà avant même? Elle était proche de moi, on était très proches. D'accord. Et quand je me suis séparée de son père, elle avait 16 ans. Oui. Et
Et là, c'est vrai que, bon, tout le monde fait des bêtises. Peut-être que parce que j'étais surmenée, je travaillais, j'étais un peu, voilà, elle aussi, elle avait un fort caractère, moi aussi. Pourquoi vous parlez de bêtises? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ça, il y a eu vraiment des gros clashs entre vous et elle? Oui, il y a eu des clashs entre elle et moi. Parce c'était difficile, elle était opposante à ce moment-là, elle voulait un peu prendre la place de son père. C'est l'aîné de la famille? Oui, c'est l'aîné. Oui, d'accord. C'est l'aîné et pourtant maintenant, c'est-à-dire elle me manque avec mes petits-enfants. Parce que vous ne les voyez plus trop non plus, ces enfants? De temps en temps, on dirait qu'elle réfléchit, elle revient vers moi. Comme si, enfin, elle se radoucit et tout. Je dis, bon, ça y est, c'est bon. Oui. Et puis, d'un coup, elle prend ses distances. Elle se braque et vous ne comprenez pas bien pourquoi. Voilà, je comprends pas. J'essaie de faire tout ce que je peux faire, quoi. Je la relance, je lui envoie des messages, comment ça va les petits et tout. Et voilà, elle m'envoie presque balader, excusez-moi de l'expression. Oui, mais elle est pas en rupture du lien. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a même des moments, elle se radoucit, elle vous paraît plus proche de vous. Puis il y a d'autres moments, c'est peut-être lié aussi à sa vie, à son état de fatigue, de tension, de. Ouais, je comprends. Et je sais pas, moi ça m'attriste. Est-ce que vous dans les moments où justement vous la sentez plus proche, plus douce vis-à-vis de vous, est-ce que c'est dans ces moments-là qu'il faudrait pouvoir lui dire parfois ça me rend un peu triste parfois de voir qu'on on a du mal à se parler, ou on est peut-être un peu moins proche. Je lui ai parlé plusieurs fois. D'accord. Comme vous dites, quand elle se radoucit et tout, je profite de l'occasion. Oui, vous avez raison. Je lui dis, écoute, je sais que j'ai pas toujours été. J'ai dit, je te comprends, voilà, parce que quand tu étais à la maison, tu étais l'aîné, il y avait des trucs, des tâches à faire, mais elle partageait avec ses sœurs et son frère. Et je lui dis, parce que j'étais surmenée. Oui, donc. Je suis désolée, et je la prends dans mes bras et tout. Je lui dis, excuse-moi et tout. Et qu'est-ce qu'elle vous dit dans ce cas-là? Elle accepte que vous la preniez dans vos bras? Oui. Oui, non. Oui, elle vous rejette pas, elle. Non, mais elle me rejette pas, mais il n'y a pas un échange. Je sens qu'il n'y a pas d'échange. Vous voyez, quand on prend quelqu'un dans ses bras, l'autre, il tend les bras ou quoi. Elle est un peu raide. Elle est un peu raide, voilà. Oui. Mais en même temps, on vous sent, vous, un peu enfermé dans cette culpabilité de. Vous parlez de bêtises, vous étiez surmenée. J'ai dit peut-être que, voilà. Vous en voulez peut-être un peu trop de tout ça, enfin, comme si c'était le nœud du problème, le cœur du problème. Oui, je m'en veux, mais c'est pas voulu. Mon comportement, je n'ai pas calculé, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous reprochez autant, Nadia? Que j'étais un peu, je sais pas, coléreuse peut-être avec elle. J'étais surmenée, voilà. Oui. Plus par rapport à elle, vous voulez dire que par rapport aux autres enfants? Peut-être parce que c'était l'aîné, vous vous êtes appuyé un peu sur elle au moment de la séparation. C'était elle qui se mettait en avant. En plus, oui, d'accord. Bon. Mais vous pensez pas qu'aujourd'hui, elle est à même de le comprendre? Sur le moment, c'était compliqué pour vous, pour les enfants, pour tout le monde. C'est une séparation, c'est douloureux pour tout le monde. Il faut retrouver ses marques. Vous étiez très fatigué parce que vous aviez plein de choses à gérer, votre travail, la maison, la séparation. Vous pensez pas qu'aujourd'hui, c'est elle-même une femme, elle a 40 ans, elle est mariée, non? Oui, mais moi j'ai pensé qu'elle allait réfléchir. Mais des fois je lui dis, écoute, tu as des enfants et tu sais comment ça se passe. J'ai dit, il n'y a pas de maman qui aime pas. Oui, qui s'énerve. Si, malheureusement, il y a des mères qui n'arrivent pas à être maternelles avec leur enfant. Mais c'est pas de ça dont vous me parlez là. C'est un moment où ça a été compliqué parce que la vie est devenue un peu compliquée après la séparation. Ce qui peut arriver. Mais on peut à un moment être surmené et autre. Le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez figé les choses.
C'est-à-dire que ça, on sent, on voit bien, quand vous m'en parlez, ça vous fait pleurer encore aujourd'hui. Oui, pourtant ça fait un moment. Et oui, pourquoi ça vous fait aussi mal et pourquoi ça reste aussi douloureux pour vous? Parce que même, malgré qu'elle a 40 ans, ça reste mon enfant quand même. Oui, bien sûr, mais le problème c'est que peut-être ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à parler aussi avec elle par rapport à la femme qu'elle est devenue aussi. Vous ramenez toujours les choses à cette histoire passée, parce que pour vous, vous vous en voulez, vous culpabilisez, et je pense que ça ne facilite, ça bloque un peu le lien entre vous. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs votre fille, elle se tient un peu raide, elle vous repousse pas, mais c'est-à-dire qu'elle sait pas quoi faire de cette douleur-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous parlez de ce passé, ce qui s'est passé au moment de la séparation, elle avait 16 ans, mais si ce n'est qu'aujourd'hui, elle en a 40, elle est elle-même non, elle en avait couple. 16 ans. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris, Nadia. Elle avait 16 ans, mais aujourd'hui, elle en a 40. Elle est maman. Bon. Et si ça revient toujours, ça fige la relation. Parlez pas d'elle aujourd'hui, finalement de ce qu'elle vit, de vous intéresser à elle, vous voyez? Non, mais c'est-à-dire que je réagis comme ça parce que comme je vois qu'elle est froide envers nous, quoi, envers moi, envers ses sœurs, son frère. Ah, ben pas seulement avec vous alors. Non. Bon, donc. Il y a que sa famille, ses enfants, oui. Son mari. Bon, je trouve que c'est normal qui compte. Bah oui, c'est normal, bien sûr. Oui, c'est normal. Mais oui, mais c'est important. C'est-à-dire que vous me dites que c'est pas seulement vous qui parfois avec qui elle est un petit peu distante, c'est aussi ses frères et sœurs. Oui, mais avec ses frères et sœurs, mais ça retombe sur moi. Elle me fait comprendre si elle est comme ça avec son frère et ses sœurs, parce que c'est moi qui a voulu ça. Qu'est-ce qu'elle vous lui avez demandé ce qu'elle veut dire par là? Parce que moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, je vous dis franchement aussi, j'ai pas compris parce que j'ai pas vu. Il faut lui demander. Posez-lui la question. Mais si je veux lui demander, ça va encore plus clasher. Pas forcément. Si elle vous sent prête à entendre, pas forcément, Nadia. Mais il faut pouvoir entendre. C'est-à-dire pouvoir entendre, ce qui est compliqué, entendre des reproches quand elle vous dit que la relation qu'elle a aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait la vérité, mais c'est la façon dont elle le ressent, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Et après tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là, quand il y a une relation un peu conflictuelle, un peu tendue avec un enfant, c'est qu'est-ce que tu as à me dire? Là, c'est vous qui faites part de votre regret, finalement, de vos remords presque. Mais en parlant de vous, en parlant de ça, ça lui permet pas de dire, elle, ce qu'elle a à vous dire. Et si elle revient, il ne s'agit pas de provoquer une discussion. Mais si à un moment, elle revient là-dessus, et à mon avis, le sujet sera à nouveau abordé, écoutez-la simplement. C'est-à-dire par rapport à cette phrase qui demanderait un peu à être développée, dire qu'est-ce que tu veux dire par là? En quoi J'aimerais bien savoir. Ben voilà. Quoi qu'elle me reproche. Dire dis-moi. Mais c'est-à-dire déjà le fait même que vous puissiez entendre, c'est important. C'est déjà un premier pas pour améliorer, j'ai envie de dire, votre relation. C'est-à-dire que j'entends ce que tu me dis. Et je comprends que ça a pu être difficile pour toi. Et après, bien sûr que vous pouvez lui dire, c'est vrai, à ce moment-là, je me suis pas rendu compte, prise par la situation, j'étais très fatiguée, j'avais plein de choses à gérer. Mais si vous commencez d'emblée, et c'est comme ça qu'on agit quand on se sent coupable, et notamment en tant que parent, c'est-à-dire qu'on a tendance à se justifier. Oui, tout le temps. Et oui. Mon fils, il est un peu plus, je sais pas, un peu plus docile avec moi. Il me dit, mais maman, arrête de te justifier. Il a raison. Il a raison, votre fils. Parce que ça, tout le temps. Ça enferme. Oui, parce que vous lui renvoyez en pleine figure de la culpabilité, de la douleur dont elle ne sait que faire, et c'est comme si vous battez votre coulpe à chaque fois sans arrêt, mais ça fige les choses, quoi. On revient toujours là-dessus, toujours là-dessus, toujours là-dessus. C'est comme un peu en boucle, et ça tourne au monologue. Enfin, vous voyez, c'est. Oui. Alors que
par moment saisir quelque chose, dire quand elle vous dit quelque chose, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Explique, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Ou c'est pas simple, hein, parce que ça veut dire d'entendre. C'est pas facile, hein, Non, c'est pas facile. parce qu'on a tout de suite tendance, quand on s'en prend parfois un peu plein la figure, de dire mais de vouloir justifier, simplement l'écouter et pouvoir dire je comprends et que ça n'a pas dû être facile pour toi. D'écouter des choses qui sont pas à leur place, quoi. Des paroles qui sont pas à leur place. Que voilà, moi j'étais dans le mouvement de la vie, les tâches à la maison, le travail. J'ai pas refait ma vie parce que voilà, j'étais plus maman que femme, et là ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine. Oui, mais le problème, c'est, j'entends, mais que votre peine, elle envahit tout. Et que pour votre fille, ça doit être aussi un peu culpabilisant. Ouais, parce que vous ramenez, entre-temps, elle a vécu d'autres choses, votre fille. Et puis votre fille, elle va pas si mal, elle va même plutôt bien. Elle est heureuse dans la vie de couple qu'elle a construite avec ses enfants. Donc là, c'est toujours l'enfermer dans ce lien-là, ces 16 ans, la séparation. Bon, alors peut-être une bonne fois pour toutes, vous pouvez dire... Dis-moi ce que tu as sur le cœur, et lui dire je comprends que ça n'a pas été facile, et en tant qu'aînée, elle a dû tenir un rôle un peu particulier, elle s'est sentie peut-être investie d'une mission, voulant jouer un peu le rôle du père, voulant vous épauler, et du coup peut-être elle vous secondait dans les tâches auprès de ses frères et sœurs, ce qui lui donnait un rôle un peu ingrat peut-être souvent qu'à l'aînée, oui, c'est-à-dire de devenir un second parent. Or déjà pour des ados, des enfants, c'est pas très facile d'écouter le parent, mais si c'est un enfant qui fait ça à l'aîné, c'est encore très mal perçu. C'est peut-être ça qu'elle veut vous dire. Mais il faut que vous en sortiez. Il faut que vous sortiez là, vous de votre culpabilité. Il faut simplement aussi un peu lui donner un espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Il y a trop votre culpabilité, votre douleur qui envahit tout pour le moment, Nadia. D'accord? Mais bon courage, vous allez y arriver, et c'est pas si grave ce qui se passe. Votre fille, elle va bien par ailleurs. Je vous embrasse. Au revoir, Nadia. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Je suis à votre écoute pendant 1 heure encore, alors appelez-moi au 39 21 pour me poser toutes les questions qui vous préoccupent. 39 21 pour me parler. Vous pouvez également vous manifester, donner votre point de vue par SMS au 7 39 21, par mail sur le site europe1.fr ou sur la page Facebook de l'émission. Bonsoir Linda. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je vous ai appelé pour avoir un petit peu, on va dire entre guillemets de l'aide, Oui. pour savoir comment, si vous pourriez m'aider un petit peu à voir un peu plus clair. J'espère. Je passe une période très très difficile. Et on va dire il y a 2 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Oui. Donc un cancer du sein à métastase au foie. Elle l'a eu pendant 9 ans. Et donc elle est décédée à 62 ans. Et elle était jeune, hein. Oui, ça a été 9 ans, c'est 9 ans de combat. Oui, de combat, elle était très forte. Moi, elle savait dès le départ que c'était incurable. Et moi, je me suis aperçue, on va dire, 1 an avant sa mort, que je voyais que ça se dégradait. Donc, elle a beaucoup perdu du poids, etc. C'était, moi, ça m'a choquée. Hein. C'est une maladie, terrible, parce que qui abîme beaucoup, où les personnes peuvent se dégrader quand on arrive à des stades comme ça, métastasés. C'est très douloureux. Oui. Et donc, sur le moment, j'ai eu très mal au cœur, j'étais pas bien, mais après, je suis prof de danse, de Zumba, donc je me suis
lâché, on va dire, investi dans le travail. Et 1 an après, j'ai mon père qui a attrapé un cancer du poumon. Apparemment qu'il a été pris à temps, donc on était quand même... au moins, enfin, on peut intervenir, couper un peu sur les lobes, il y a des choses à faire si... Voilà, donc sur le moment, alors moi j'ai repensé tout de suite, chimio, hôpital... Oui, traitement. vous étiez en plein, enfin, pas remise évidemment du décès de votre maman et de toutes les suites de cette maladie, et vous apprenez à nouveau, ça vous tombe dessus, oui. C'est lourd. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, donc là, ça fait 1 an qu'il a le cancer. On l'a diagnostiqué au mois de juillet 2016. Oui. Donc il a fait sa chimio, tout. On va dire ça se passait très fatigué par contre, il l'a supporté plus ou moins. Et puis là, au mois de juillet-août, il a commencé un peu à avoir mal. Il avait du mal à manger, à avoir des sensations de malaise, à être blanc, puis à maigrir. Donc il a perdu en 1 an 35 kilos. Donc c'était quelqu'un qui était assez costaud, il faisait 90 kilos. Il en fait 55, maintenant je crois que 53. Et tout le mois de juillet-août, en fait, moi et mon frère, parce qu'on est 2, on n'a fait que de l'emmener à l'hôpital parce qu'en fait, on savait que c'était pas normal qu'il mangeait pas. Donc, on a fait prise de sang, scanner, fibroscopie, etc. pour voir. Et donc, il n'y avait rien. Le cancer, apparemment, n'avait pas progressé. Au contraire, il avait régressé. Donc, les médecins ne sont pas trop inquiétés. Et moi, j'étais inquiète quand même parce que je trouvais que c'était pas normal qu'il mangeait pas. Oui, qu'il s'affaiblissait. Oui. Et on m'a dit, le médecin qui s'occupe de mon père, il m'a dit, écoutez, il faut lui faire des bons petits plats comme il aime bien. Alors, je l'ai écouté, j'ai discuté avec mon père et je lui ai dit, papa, tu te laisses pas aller. Il me dit, non, il y a quelque chose qui va pas. Il me dit, j'ai mal. Et puis, donc, on a traîné ça tout le mois d'août, voilà. Et puis... en fait, ils l'ont gardé à l'hôpital 4-5 jours. Après, une fois qu'il remangeait, ils le lâchaient. Puis à chaque fois, c'était le même cirque. Donc, il faut repasser aux urgences. Il faut attendre des fois 6 heures, etc. Donc, oui, c'est et puis là, donc c'était épuisant pour mon père, épuisant pour nous. Et surtout pour lui. Et là, il y a 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines. Il était vraiment pas bien, il mangeait pas, donc j'ai dit là, il faut faire quelque chose, il faut refaire les examens parce que t'as quelque chose à l'estomac. Et donc ils ont refait un scanner. Oui. Et là, appel d'urgence. Il a perdu sa voix il y a 2 semaines, et on nous a dit que c'était à cause de la fibroscopie en fait. Donc ça allait revenir, qu'il fallait pas s'inquiéter, et tout ça. Donc hier, donc il avait un rendez-vous d'urgence à l'hôpital. Oui. Et il lui a annoncé il avait une autre tumeur au poumon, un peu plus bas, et qui avait grossi, en fait, qui appuyait sur l'œsophage. Donc c'est pour ça qu'il avait mal. Et en fait, ça avait grossi rapidement, qu'ils l'ont pas vu. Oh là là. Oui, c'est pour ça qu'il avait mal, donc il ne pouvait pas, et évidemment, il ne pouvait pas manger, même s'il avait faim, peut-être, d'ailleurs. Mais... Voilà, mais il avait mal. Et entre-temps, il y a son cœur qui s'est emballé, il était à 214, bon bref. Et quelque part, en fait, il y a 2 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer et comme je vous ai dit, je suis prof de danse et de Zumba. Et j'ai jamais manqué avant. Oui. Et dans l'année 2015, en fait, moi, j'ai fait un frottis en 2014. Et suite à mon frottis, j'ai eu... c'est pour ça que je tenais aussi à dire qu'il faut bien faire tous les ans. Vous avez raison. Oui, c'est très, très important. Oui. Parce que je me sentais très bien. Oui, c'est vrai. En termes de prévention, c'est essentiel, oui. Oui. Et parce que je me sentais bien, j'avais pas mal, etc. J'ai fait un frottis et j'avais des candilomes. D'accord, oui. Bon, après... pas malin, mais donc ils ont quand même voulu me faire opérer. Oui, on les enlève évidemment en prévention. Voilà. Oui.
Et donc, quand j'ai appris ça, déjà, donc là, oui, ça s'accumule là, et puis dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, oui. Enfin, de toute façon, quand bien même, hein, il n'y aurait pas eu ce contexte familial, bon, mais c'est quand même pas la même chose. Mais là, il y a tout prend une proportion, tout s'accumule, quoi. C'est trop au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis fait opérer en février 2015. D'accord. Et donc, au départ, je devais manquer 2 semaines. Et puis, avec tout ça, j'ai manqué 4 semaines parce que je perdais beaucoup de sang, j'étais fatiguée. Oui, bien sûr, oui. Hein, et puis, je voyais ma mère aussi parce que je la lavais le matin. Bon, j'étais près d'elle aussi comme je pouvais. Parce que moi, je suis seule avec mes enfants. Hein, donc, d'accord. En plus, ils ont quel âge, vos enfants? 6 ans et 11 ans. Oui, donc ils ont bien besoin de vous aussi. Oui. Donc vous n'aviez plus grand monde sur qui vous appuyer, là? Non, j'avais... Votre frère, quand même, qui est présent Ça va, on va dire que ça va. Il est là, mais c'est assez... on s'entend, mais voilà, c'est... Oui, mais enfin, beaucoup de choses reposaient sur vos épaules. Mais surtout, vous avez appelé... Bon, après, c'était sous un autre pseudo. C'était par rapport à... J'avais rencontré quelqu'un pendant 3 ans. Vous savez, c'est un manipulateur, on va dire, alcoolique. C'était assez compliqué. C'était quelqu'un au départ, très gentil. Après, il a commencé à me gifler. C'était la période, en fait, quand ma maman était malade, en fait. Et je tombe rarement... j'étais fragile. Ben oui. J'étais fragile. Oui. J'avais besoin... Et là, je l'ai laissé. Hein, ça va faire... oui, vous n'aviez pas besoin de rajouter un problème supplémentaire. Oui, je me suis aperçue que pendant la maladie de mon père, il n'était pas là. C'est que sur lui, il n'était pas présent, donc j'ai ouvert les yeux. Donc pour en revenir... donc vous, au fait, aujourd'hui, donc vous avez eu un arrêt maladie qui était prévu donc de 2 semaines, et puis compte tenu des saignements que vous aviez, de votre état de fatigue, il a été prolongé. C'est ce que vous étiez en train de me dire. 4 semaines, oui. Et donc, et après, j'ai manqué 2-3 fois pour ma maman. Hein, quand elle est partie à l'hôpital, j'ai dit, il faut que j'aille vers elle. Vous vouliez être auprès d'elle, oui. Oui. Et là, c'est là que tout a commencé, on va dire, dans mon travail, ça a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour les personnes, j'ai trop manqué. Donc, c'était obligatoirement de les rembourser. Donc, moi, je travaillais pour une association. De les rembourser? De les rembourser, oui. Oh là là, ils vous ont demandé ça? Ils savent ce que vous traversez, là? Oui. Les raisons de votre absence? Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces marchands de tapis, là? Alors, attendez, c'est pas fini. Hein. Et donc, en fait, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que c'est moi qui est normal? Ou est-ce que... vous voyez, c'est encore un petit peu difficile. Et en fait... donc on les a pas remboursés, mais on les a l'année d'après, on a baissé le prix en fait pour que les gens, les gens qui étaient là, voilà. Mais attendez, mais c'est incroyable parce que donc vous étiez en arrêt maladie, vous. Oui, mais il n'y avait pas de remplaçante en fait. Oui, mais ça c'est leur problème. Si après tout, non, c'était mon problème en fait. Ils pouvaient vous trouver une remplaçante puisque vous aviez prévenu, vous avez un arrêt maladie, des profs de danse, ça ne manque pas. C'était à eux de faire appel s'ils le souhaitaient pour que les clients du club de danse ne soient pas pénalisés. Mais enfin, vous, je suis désolée, vous êtes en arrêt maladie, vous n'avez pas à rembourser les séances. C'est pas moi qui ai remboursé, hein, c'est l'association en fait qui alors l'association au départ m'a. Mais j'ai mal compris. Alors j'ai compris qu'on vous demandait vous de rembourser. Non, que l'association en fait qui se débrouille pour que qui rembourse. Donc en fait, on m'a mis la pression, mais le président de l'association m'a mis la pression, en fait, m'a dit, il faut plus que tu manques. Alors, ça me faisait rire parce que les autres années, j'ai jamais manqué, c'est pour ça. Oui, c'est ça, j'allais dire, vous travaillez depuis combien de temps pour cette association? Ça va faire 8 ans. Oui, jusque-là, vous étiez, vous absentiez pas tous les 4 matins, assidus. Non. Donc là, dans le contexte que vous décrivez, Oui. Il est marrant, lui, de vous dire ça. Mais attendez. Le pire, c'est que ça m'a choquée, mais j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit parce que je voulais garder mon emploi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je crois, c'était au mois de juin, le jeudi, en fait, on m'appelle, l'hôpital appelle mon père. Et
a annoncé, parce que le jeudi, c'est là que je donnais mes cours, a annoncé que ma maman, il fallait venir, quoi, aller mourir bientôt. Donc mon père vient, me dit, ta maman est en train de mourir, il faut venir à l'hôpital. Et moi, la seule réponse, alors j'étais choquée parce que même ma belle-sœur me dit, mais Sandrine, pardon, j'ai dit mon prénom, mais c'est pas grave. J'ai dit, oh, mince, mon cours de Zumba, les gens, ils vont dire quoi? Et là, oui, mais enfin, ça c'est pas la priorité. Votre maman est en train de s'éteindre. Alors, vous alliez auprès d'elle, enfin bon. Je sais. Mais oui, alors, on a des réactions comme ça, parfois un peu dans des moments où on est tellement perdu, on peut avoir des réactions comme la vôtre, dire ah oui, mais je peux pas laisser mon job, qu'est-ce qu'ils vont devenir, oui, alors la priorité. Ah non, c'est pas ça, c'est que j'avais peur de perdre quelque part. Je me suis dit mon emploi et quelque part j'avais ma mère et j'ai laissé d'ailleurs. J'ai pas été, j'ai été vraiment heureusement, maman, hein. Heureusement. La priorité, elle était là. Ah oui. Et donc j'ai appelé vite l'association pour dire que je ne pouvais pas venir. Ils m'ont dit oui, bon, mais après c'est au dernier moment parce que mon cours était à 20h30. Ils m'ont dit, tu te rends compte quand même, tu commences ton cours à 20h30, quoi. Mais je dis, mais je viens de le savoir, il était 19h, hein, quand mais c'est honteux quand même. Votre mère est en train de mourir et eux, ils vous disent au dernier moment, bah oui, mais enfin, on prévoit pas, on choisit pas une semaine à l'avance. Enfin, je trouve qu'ils se comportent très mal, là. Oui, surtout pas de respect, on va dire. Ah mais c'est même au-delà c'est pas d'humanité, je trouve, avant tout du respect. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai marqué en fait. J'ai marqué un mot il y a pas longtemps parce que je suis pas quelqu'un qui marque des mots sur Facebook parce que je suis pas voilà. Mais là j'ai justement à l'heure actuelle ça continue. Hein. En fait, donc suite à donc quand en fait. Mais enfin, en plus, pardonnez-moi, mais oui. Le cours qui est annulé, je suis désolée, quoi. C'est un cours de Zumba, ça va, les gens ils vont pas. Il s'est annulé, c'est comme ça. Et si on met en plus dire désolé, mais votre professeur il y a un décès dans sa famille, les gens comprennent très bien. Ce qu'ils auraient trouvé, au contraire, invraisemblable. Oui, écoutez, ceux qui comprennent pas, ils verront quand ils seront confrontés à ce genre de situation. Parce que franchement, c'est pas indispensable. Je suis d'accord. C'est un divertissement pour eux. Et je leur ai, en fait, après il y a deux trois amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, tu te rends compte qu'il y en a certaines, alors je dis pas toutes, il y en a certaines qui ont dit oui, il faut une remplaçante, parce que ça va pas, comme j'avais déjà manqué 4 semaines, et puis là, pour le décès de mon maman. Oui, mais ça, c'est à l'association, je trouve, de s'organiser, ça ne doit pas vous retomber dessus. Oui, mais c'est tombé sur moi. Et puis, attendez, donc après, on a été donc au funérarium, et le dernier jour, j'ai le président qui est venu, qui était présent aux obsèques de votre maman. Voilà. Oui. Et qui m'a dit, il faudra que tu viennes quand même faire le cours jeudi, hein. Non, mais c'est pas possible. Il vient aux obsèques pour vous parler, de dire que vous devez être présente le jeudi. C'est indécent, je trouve. C'est indécent. Il m'a montré mon règlement, le chèque, parce qu'il me payait par chèque. Et il m'a dit, avec ma facture, il m'a dit, moi, je te les donnerai, mais que jeudi. Comme ça, je serai sûre que tu viendras jeudi. Et là, j'ai regardé, mais j'ai dit, parce que j'étais quelqu'un qui venait tout le temps, hein. Je suis pas. Oui, vous étiez quelqu'un d'assidu, vous assuriez vos cours, et là, on est vraiment dans un contexte évidemment tristement exceptionnel, oui. Et là, cette année, en fait, oui, mais c'est vraiment, je veux pas dire le mot, mais je le pense très fort. C'est complètement indécent. Venir aux obsèques de votre maman, être présent, très bien qu'il soit présent. Oui. Mais pour vous faire son petit marchandage, son petit chantage, je te remettrai ça, mais si tu viens, vous aviez la tête à ça? C'est totalement déplacé. Non, mais de sa part, c'est indécent, cet homme-là. Et malheureusement, vous n'étiez pas en état, vous, de pouvoir lui répondre s'il y avait. Mais après coup, ça aurait mérité de lui dire que vous avez été quand même extrêmement choqué. Qu'aux obsèques de votre mère, ils viennent. Il y a des filles que je leur ai dit carrément. Parce que quand j'ai su les noms, parce qu'en fait, on m'a dit que maintenant le cancer, c'était une maladie qui était que tout le monde l'avait presque, que maintenant, les parents, voilà, et puis que quand on a un travail, il faut être présent. Et là, j'ai dit waouh. Mais qui vous tient des propos aussi bêtes et méchants, j'ai envie de dire?
Alors, il y a... Et les personnes qui vous tiennent ce genre de propos doivent pas être trop concernées de trop près par la maladie. Si, justement, là, cette année, en fait, donc je vous ai dit, juillet-août, j'étais beaucoup près de mon père. Et là, quand on a su la nouvelle, en fait, j'ai appris la nouvelle hier à 18h30. Et j'étais, on va dire, plus bas que terre. Hein. Et aujourd'hui, on devait rencontrer l'oncologue, le pneumologue, etc. Et donc, c'était à 16h30. Et puis, j'ai prévenu la personne qui s'occupe, la responsable, qui s'occupe comme quoi je voulais être présente pour mon père. Et qu'exceptionnellement, aujourd'hui, je ne serai pas là à mon cours de danse, mon heure de danse, en fait, cet après-midi, mais que je serai là ce soir pour mon heure de Zumba, mais pas pour la danse, parce que je voulais être présente avec mon père pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'on allait lui faire, et je voulais pas qu'il soit tout seul, et puis mon frère aussi est venu. Hein. Et on m'a dit tout de suite, mais tu te rends compte aussi, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Et là, moi, ça me met en colère d'entendre c'est honteux. C'est honteux leur comportement. Parce qu'en plus, je veux dire, c'est pas comme si vous étiez en train de, je sais pas moi, que des gens attendaient après vous pour des soins, pour quelque chose d'indispensable. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Écoutez, ils vont dire que vous êtes dans une période bien difficile, bien douloureuse, et que leur cours de Zumba, ils iront le prendre ailleurs. Mais enfin. Je suis allée quand même ce soir, mais avec du mal, parce que avec du mal. Hein. Je l'ai fait, j'ai fait mon travail. Mais parce qu'en fait, ils comprennent pas, alors, pas les personnes, pas les adhérentes, mais les personnes de l'association, en fait, ne comprennent pas. Et j'en ai deux qui... mais ils ne veulent pas comprendre, ils font preuve, vraiment... Il y a surtout deux associations, dont une là que je vous parle, que hier quand j'ai su la nouvelle et que mon père avait rendez-vous aujourd'hui au cardiologue pour savoir pour le cœur, et en même temps que je verrai le pneumologue et l'oncologue, il m'a dit simplement mais tu peux pas déplacer le rendez-vous à demain parce qu'aujourd'hui j'ai dit mais je peux pas. Ils sont complètement à la masse. Parce qu'ils pensent que des rendez-vous comme ça avec l'oncologue, le pneumologue, on peut qui sont, malheureusement, on peut déplacer ça, mais on peut pas déplacer un cours de Zumba. Ils sont complètement à la masse, pour ne pas dire autre chose. C'est inqualifiable leur attitude. Parce que d'abord, ils se conduisent, je trouve, comme des nuls, parce que c'est à eux, en tant qu'association, justement, d'anticiper aussi les choses, et comprenant que vous êtes dans une situation qui malheureusement peut durer un peu, que vous donnez la priorité à être présente auprès de votre père, et vous avez bien raison, parce que le travail ne justifie pas qu'on sacrifie sa vie et ses proches. C'est-à-dire, donc c'est à eux d'anticiper et de prévoir une remplaçante. Justement, non, il m'a dit que c'était à moi de trouver. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai appelé hier au dernier moment pour aujourd'hui, mais moi je l'ai su à 18h30 parce qu'ils avaient rendez-vous à 5h moins le quart, je crois. Et mon frère m'a appelé à 18h dès qu'ils sont sortis. Moi, j'avais fini mes cours. Et à 19h30, j'ai appelé la personne et j'ai dit, écoute, demain après-midi, je vais être présente avec mon père et mon frère. J'ai expliqué. Et lui, tout de suite, tu te rends compte aussi, on n'a pas tous les numéros de téléphone des gens, on va faire comment ? Parce qu'en fait, c'est le début. Donc... j'ai dit il faut être présent. J'ai dit s'il faut, demain matin, je vais donc aujourd'hui, j'ai dit je vais aller faire une affiche comme quoi exceptionnellement il n'y aura pas de cours de danse pour les enfants. Là, c'était cet après-midi à 17h. Et voilà que c'était personnel et puis que voilà ça c'était pas tous les jeudis. Là je voulais être présent. Il y avait les médecins. Moi je voulais être. Voilà, mais on comprend, c'est indécent. Ce soir, encore quand j'étais à mon cours. Oh là là, que si vous pouviez l'envoyer balader, parce que c'est vraiment ce qui mériterait. Vous pouvez mettre la pression et non, c'est inadmissible ce qu'ils sont en train de faire. Parce que et l'autre association. Il faut pas que ça vous cause du stress comme ça. Enfin, la priorité elle est pas là. J'en ai beaucoup du stress. Mais j'entends ça. J'ai des malaises. Alors, je tombe pas dans les pommes, mais j'ai la sensation. Je suis quelqu'un déjà à la base de très speed, vous entendez peut-être. Mais en fait, ce qui me fait mal au cœur,
C'est que moi, je donne mes cours avec passion, avec cœur, voilà, je fais comme je peux. Après, on me reproche qu'il y a 2 ans, j'ai perdu ma mère, j'ai manqué parce que voilà, j'ai manqué pour ma mère, j'ai manqué pour moi. Et puis là, ça recommence au bout de 2 ans. Mais je dis, mais c'est pas de ma faute. Mais c'est effrayant. Au lieu d'essayer de faire en sorte de, comment dire, de vous faciliter les choses, de vous aider dans ce contexte en disant on comprend bien. Non, on m'a on dit comprend que bien. c'était ma vie privée et personnelle. Et Quoi ? On vous dit que c'est votre vie ? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors là, c'est pas la même personne. Hein. Ça, c'est une autre personne Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est quand mon père a perdu sa voix, je me suis dit, mais j'étais un petit peu quand même. Il y a quelque chose vraiment de complètement inhumain dans ces rapports où je vois d'ailleurs des propos. Il y a quelqu'un qui me dit que je semble être sur une autre planète. Je ne découvre pas ça, mais je suis quand même affligée, atterrée par cette brutalité, parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent qu'on vous fait vivre dans un contexte. Je découvre pas, je suis pas naïve, contrairement à ce que pense cette auditrice. Je suis simplement atterrée de voir à quel point on est là, on est dans quelque chose où ils font preuve. C'est même pas d'un manque d'empathie, c'est d'un manque d'humanité. C'est-à-dire que de toute façon, ils savent bien quand on a des professeurs, ces derniers, quand on a des salariés, ces derniers peuvent être amenés à s'absenter pour X raisons. Vous pourriez avoir un enfant malade et des choses beaucoup moins graves. Vous pourriez avoir un enfant malade, vous pourriez vous casser une jambe, vous faire une entorse dans un escalier. Enfin, il y a des tas de choses du quotidien qui pourraient faire que vous ne seriez pas disponible. Et ce, plusieurs semaines d'affilée, puisque vous êtes professeur de danse, si vous, je sais pas, fouliez simplement la cheville. Donc, ils vous font porter leur irresponsabilité, leur manque total d'organisation. Ils le rejettent sur votre dos. C'est ça qui est à proprement parler inadmissible. Parce que dans les faits, ils devraient avoir, et ça ne doit pas manquer à mon avis, des professeurs qui seraient susceptibles de vous remplacer, qui seraient d'ailleurs très heureux de pouvoir le faire peut-être. Justement, j'ai demandé à quelqu'un, c'est parce qu'en fait sur un de mes contrats, c'est marqué comme quoi je dois justifier d'un certificat médical et que je dois trouver une remplaçante. Donc si je manque plusieurs fois, et ça m'a. Mais c'est pas à vous de trouver, je suis désolée, c'est leur problème à eux. Alors attendez, quand je vous parle de remplaçante, ça c'était pour l'autre association en fait. Je travaille pour 2 associations et c'est les seules qui m'embêtent, moi les autres non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lundi en fait, et là pareil, l'année dernière, tout ça, jamais en retard, je faisais mon travail, j'ai pas manqué. Et là, moi, j'ai manqué ici en 2015, pareil que l'autre association, quand ma maman était malade aussi, et que je me suis fait opérer. Et là, pareil, mon père m'appelle à 8h moins 20 pour me dire, il parle pas, donc il chuchote, parce qu'il a un problème, comme je vous ai expliqué, et il me dit, viens vite, j'ai mal. J'essaie d'appeler mon frère, j'arrive pas à l'avoir, je suis vite partie, donc il habite à 1 kilomètre. Il est en train de me faire le cœur était haut et ça faisait une angor, ça s'appelle une angine de poitrine, c'est ça ? Oui. Et ça, il serrait fort. On a bien fait j'ai vite appelé les pompiers, on l'a vite emmené et j'ai appelé la personne pour dire que je vais arriver. Au lieu d'arriver pour 20h, je serai là à 20h15. Donc la personne prévient, parce que j'arrivais pas à voir la présidente, donc elle la prévient. Je suis arrivée à 20h10. Vous savez le geste qu'elle m'a fait ? C'était froid, ils m'ont même pas aidé à décharger ma sonore, rien du tout. Elle m'a montré son poignet, elle m'a dit dépêche-toi, c'est l'heure. Et en fait, j'étais paniquée, j'avais les larmes aux yeux, et il y a même une fille qui m'a dit Sandrine, t'es trop émotive. J'ai encore dit mon prénom, mais c'est pas grave, tant pis. Bon, écoutez, c'est franchement, leur attitude est inqualifiable, c'est révoltant. Et là, par contre, j'ai demandé à ce que... Alors, donc, j'ai fait mon cours. Après, j'ai soufflé un petit coup. J'ai pas pleuré devant tout le monde. J'ai dit, allez, reprends-toi. J'ai redonné mon cours avec le sourire, avec la bonne humeur, tout. Il fallait bien. Et puis après, j'ai demandé aux 3 personnes, donc présidente, trésorière, et puis voilà. J'ai dit, il y a un problème, ça va pas. J'ai dit, je sais pas si... En fait, je vais appeler Martine. J'ai dit, Martine, elle t'a expliqué et tout. Oui, mais bon, c'est ta vie privée. On a tous nos problèmes. C'est honteux.
Écoutez, Oui. c'est Donc, en fait, ça vient pas de moi. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous, Linda? Ce qui me fait, me pose la question. Oui. Alors, je vois quelqu'un en ce moment, hein, je vois une psychologue parce Oui, que c'est vrai je que c'est comprends que vous ayez bien besoin, oui, d'être entouré. Oui. Mais pourquoi qu'est-ce que vous remettez en question? Qu'est-ce qui vient pas de vous? Je comprends pas. en fait, je me pose la question pour les gens ils sont tous comme ça? Non, heureusement. Non, D'accord non, avec non, moi, vous, je dois non, non, être non, non, mais avec mon père quand même. mais bien sûr, Linda, c'est la priorité pour vous. Et vous, il faut que vous soyez en arrêt maladie là, parce que vous allez complètement craquer. Je peux pas être en arrêt maladie parce que je dois élever mes 2 enfants et si j'ai pas Non, assez mais autant. oui, mais Linda, à un moment, j'entends ça, mais vous allez vous épuiser là. C'est pas possible. En Je plus, suis déjà épuisée parce que je fais des sensations de malaise. Linda, c'est pour ça qu'il faut vous poser là. Votre santé est la priorité. Donc, si, à un moment, il va falloir vous poser là. D'accord. D'abord, cette association, ils se construisent, ils se comportent de façon inqualifiable. Je trouve un auditeur le dit, ça devient presque de l'acharnement. Oui. Je trouve qu'il y a une forme, il y a quelque chose d'une forme de cruauté. Quand on vous renvoie à des problèmes personnels, c'est inqualifiable. Parce que ça a l'air de dire, c'est complètement de minimiser ce que vous êtes en train de vivre, qui est une situation malheureusement auquel on sera tous un jour ou l'autre confrontés, et de pouvoir être présent pour accompagner un parent qui est dans un état très grave, vous-même ayant eu des problèmes de santé, étant très fatigué, vous avez perdu votre maman il y a très peu, enfin à un moment, trop c'est trop. Donc, bien sûr que ce n'est pas vous qui êtes en cause. Là, il y a un comportement qui est, comment dire, c'est-à-dire l'humain, on ne tient plus compte de l'humain. On vous parle de fric. Je vais utiliser ce terme-là volontairement. On vous parle d'argent. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages qui disent l'argent prime sur l'humain. Il y a beaucoup de messages pour vous dire quand même, puisque vous êtes, ça en arrive à vous faire douter. Amandine me dit que vous vous demandiez si c'est vous qui étiez peut-être fragile. Fragile, on le serait à moins, compte tenu de tout ce que vous venez de vivre. Mais c'est vraiment quelqu'un dit il faudrait pouvoir les envoyer balader parce qu'ils se comportent comme des brutes. C'est Angie qui dit ça. Il y a quelque chose ils se comportent comme des brutes. Injuste. C'est ce que j'ai dit, c'est injuste parce que en fait, je suis obligée de me justifier. J'ai dit mais non, oui, c'est ça qui ne va pas. C'est pour ça que je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et non mais rien. C'est vous voulez simplement être présente auprès de votre père et pouvoir l'accompagner. Donc il faudrait que vous ayez du calme autour de vous pour pouvoir justement pas arriver débordé. Déjà malheureusement l'angoisse vous pouvez pas l'ôter de vous comme ça. Vous le sentez que je suis angoissée, oui. Vous, bien sûr, oui, on le sera à moins. Et en plus, ils vous mettent une pression considérable parce que l'impression que c'est... Alors que vous vous êtes démené tout à l'heure pour malgré tout assurer votre cours, vous arrivez à 20h10, on vous rappelle à l'ordre au lieu de dire, écoute... prends soin de toi et non mais on est dans quelque chose, bon malheureusement il y a ça aussi dans le monde du travail, ça fait aussi partie de certains où vous pouvez tomber sur des gens qui réagissent plus comme des machines que comme des êtres humains, c'est-à-dire eux ils voient les cours sont pas assurés, les clients vont se plaindre, mais je suis désolée, d'abord ils s'organisent comme des manches. Je vous le redis, c'est à eux de s'organiser. Et de toute façon, une fois que vous aurez pris du recul, il va falloir changer de structure. C'est plus possible de travailler avec des gens comme ça. Et leur balancer quand vous irez mieux, leur balancer. Et même un peu crûment. On verra quand vous serez confronté à ce genre de situation. Comment vous réagirez? Pourtant, il y a la personne là, sa femme est décédée il y a 6 ans d'un cancer. Il m'a dit, tu vois, moi je m'en suis remis. Mais moi, je suis désolée. D'abord, il y a 6 ans, et puis je trouve que vous le balancez comme ça. Mais tout le monde est différent. Moi, je sais pas. Ma mère, elle avait 62 ans, et quand elle est décédée, on aurait dit une mamie de. Non, moi, mais ça m'a en plus, choquée, quoi.
Bon, enfin, Voilà. Après, il y aurait tellement à dire, mais ils se comportent comme des brutes. Vous l'entendez, ça? Oui, j'ai bien compris, Voilà. mais il y a quelque chose chez moi aussi qui est trop fragile, qu'il faut que... Mais enfin, arrêtez, Linda. On le serait à moins fragile, franchement. Quand on est en train de perdre les êtres que l'on aime, vous avez déjà perdu votre mère, maintenant c'est votre père qui va très mal. Oui, mais on m'a dit, j'ai 40 ans, il y a pire que moi. C'est pour ça que je comprends pas. Alors je vais vous dire, je vais utiliser un mot que j'utilise avant, c'est dégueulasse. C'est proprement dégueulasse de parler les choses, de dire les choses comme ça. Parce qu'à quelqu'un qui traverse une souffrance, quelle qu'elle soit, aller lui dire, il y a pire que toi, c'est la chose la plus idiote, d'abord, qu'on ait entendue. Parce que ça veut dire... Arrêter. Le problème, c'est que si j'arrête, ça va être. En fait, je peux réduire mes cours, oui, mais les arrêter complètement, non, je peux pas, parce que j'aurais pas assez pour vivre, vous comprenez. Et j'ai bien compris qu'il faut que je me repose. Oui, déjà. mais Linda, si vous allez dans cette course en avant, étant donné tout ce à quoi vous devez faire face, votre état de fatigue, vous allez aller dans le mur. Pour le coup, vous pouvez effectivement même, je veux dire, chuter, tomber, enfin, quand on est mal comme ça, vous voyez, et du coup, être vraiment immobilisé. Donc, à un moment, votre santé est la priorité. Il faut que vous retrouviez du calme pour pouvoir accompagner, pour être présent près de votre père. Vous auriez, dans cette structure, trouvé de la compassion, trouvé des gens compréhensifs, tout simplement des gens qui se montreraient humains. Bien sûr que vous auriez pu continuer comme ça. Mais là, je crois vraiment que la priorité pour vous, c'est de vous mettre en arrêt maladie. D'accord. Vraiment. D'abord parce que au niveau de la loi, vous êtes protégé, on ne pourra rien vous dire, vous êtes en arrêt maladie. D'accord ? Bon, alors j'entends l'aspect financier, mais déjà vous allez vous retrouver un peu de calme. Vous allez quand même, en étant en arrêt maladie, bien sûr que vous ne percevrez pas l'intégralité de votre salaire, mais quand même. Et vous ne vous mettez pas hors cadre la loi, ça va vous permettre de prendre un peu de recul, pouvoir, comme vous le souhaitez, accompagner votre père au mieux, vous en étant dans quelque chose d'un peu plus calme, en vous recentrant sur vous, sur ce qui est essentiel, et vous serez plus à même de faire face, d'envisager après les choses plus sereinement. Parce que là, à vouloir mener tout de front, c'est vous qui allez craquer et vous effondrer. Donc de toute façon, si vous êtes vraiment arrêté pour le coup pour une grosse dépression ou pour un accident, ça durera plus que d'anticiper et de prévenir les choses. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Oui, je comprends, parce que j'ai des crises d'angoisse. En fait, je me réveille la nuit. Donc c'est plus possible, vous devez là être en arrêt maladie. D'accord. C'est une priorité. Vraiment. Ça me fait peur, quoi, mais bon. Non, mais d'abord... Je vais déjà essayer, je vous écoute, mais je vais déjà essayer de vraiment de réduire, c'est-à-dire est-ce que je peux pas faire déjà que 2 fois dans la semaine, déjà quand même pour garder... Je trouve qu'ils ne le méritent pas, vu comment ils se comportent. Déjà, je trouve que c'est leur faire un trop bien grand cadeau. Vu la façon, la brutalité, je pèse mes mots, la violence avec laquelle ils se comportent. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que quand j'y vais maintenant dans le stress. Mais c'est pour ça. Ce lieu, il est à bannir là. D'accord. Il est à bannir là, vraiment. La priorité, c'est que vous retrouviez, que vous ne perdiez pas complètement vos forces dans ce contexte qui est déjà si difficile. Mais je vais faire comment si, vous voyez, moi je vais pas vous dire combien je gagne, mais si j'ai dans les 1200 et puis que j'ai plus que 600 €, ça va être difficile, quoi. Non, mais vous allez pas, ça va pas être aussi dégressif comme ça quand même, dans les premiers. Ouais. Et puis vous pouvez bénéficier d'aide, Linda. Le temps que vous êtes en train de courir entre les rendez-vous pour votre père, courir, arriver au cours de danse et tout, vous pourrez à ce moment-là vous renseigner auprès de la caisse d'allocation familiale, rencontrer une assistante sociale, voire expliquer votre situation. Il y a peut-être des... J'ai justement, parce que j'avais été voir le médecin il y a 2 semaines, parce que justement j'ai des sensations, comme je vous ai dit, je me réveille la nuit et sensation de, vous savez, de mort imminente. Bon, maintenant je prends moins peur parce qu'au début, mais ça fait un petit moment que ça dure, et je me dis je vais mourir. Linda, donc je le redis, je vous le redis et je compte sur vous pour vous mettre en arrêt maladie. D'accord. D'accord ? Ouais. Parce que la priorité c'est ça, vous ne pouvez pas faire face à tout.
Donc en fait, c'est pas que je suis fragile, mais non, ce n'est pas. Alors, Linda, là vous tournez, vous êtes tellement épuisée que vous voyez, vous ramenez, oui. Vous êtes épuisée. Hein, donc, ce n'est pas vous qui êtes fragile. La situation que vous vivez vous fragilise. C'est tout à fait différent. Plus la pression, la cruauté dont ils font preuve vis-à-vis de vous. Oui, donc, vous n'allez pas perdre votre santé physique ou morale pour des gens qui se comportent de façon aussi ignoble. Là, ça me met en colère, d'accord ? Pas très contre bien. Vous, évidemment, mais contre des gens qui se comportent aussi violemment. Bien. Donc, la priorité, c'est que vous vous reposiez. Et vous allez voir déjà que quand vous serez un peu plus reposé, un peu moins assailli par les angoisses, que vous faites le point un peu avec votre médecin traitant, votre médecin généraliste, vous allez voir les choses un peu autrement. D'accord. Vous allez plus vous disperser comme vous le faites. C'est votre angoisse qui vous fait là réagir et surréagir et vous agiter, vous activer dans tous les sens. Mais quand on est dans cet état-là, on prend le risque soit de craquer pour le coup complètement. Et là, c'est pas quelques semaines que vous serez en arrêt, c'est beaucoup plus. Donc c'est. Mais ça fait un petit moment que ça traîne. Bien. Mais que je me disais, donc ça va aller, vous pouvez aussi, on voit des gens dans ces cas-là qui chutent, qui ont un accident, donc la priorité, c'est un peu de vous mettre à l'arrêt. D'accord. Vous mettre à l'arrêt et les questions financières, j'entends bien que c'est un problème parce que vous élevez seul vos enfants, je ne le banalise pas, mais je peux vous dire ça, il y a toujours des recours possibles. D'accord. Il y a toujours des recours possibles et vous pouvez à ce moment-là, je vous dis, en allant voir auprès de la CAF, auprès d'une assistante sociale, il y a peut-être des aides auxquelles vous auriez droit et dont vous ne bénéficiez pas à l'heure actuelle. Donc il peut y avoir même des aides ponctuelles quand vous serez un peu plus calme et pas débordé par tout ce que vous vivez, vous pourrez voir de ce côté-là. D'accord. Mais là, il faut arrêter de courir comme vous le faites. Et puis, il faut aussi, par rapport à votre père, que vous puissiez être présente, vraiment présente, à ses côtés. Là, vous ne pouvez pas l'être. Vous êtes trop submergée. Je sais. Je suis avec lui. Et c'est la priorité. C'est la priorité. Et la santé, comme le dit Osiris, n'a pas de prix. Ma réponse, je l'ai. Parce que je me disais... comment dire, quand je vois mon père, c'est vrai que il fait 53 kilos, j'ai peur. Ben oui, je comprends que vous ayez peur. Donc vous pouvez pas faire face à tout. Là, vous avez besoin de repos, de calme, de pouvoir être accompagné, de pouvoir vous être soutenu aussi. C'est vrai que j'ai peur de faire face, de perdre mon père et je revois ma mère en fait et je revois oui, mais ça vous met dans un état d'angoisse terrible. Il faut que vous voyiez un peu avec votre médecin traitant, que vous puissiez avoir quand même qui vous prescrive un peu des anxiolytiques que vous pouvez prendre ponctuellement. Oui, j'en ai justement là. C'est vrai que je suis pas trop médicament, mais il faut que j'essaye de. Oui, mais il y a des moments, il y a dans des moments où la vie, ça devient tellement difficile que ça aide à ne plus être aussi mal, aussi oppressé. Vous voyez, aussi angoissé. Ça fait très mal l'angoisse. Ah oui, c'est clair. De voir son papa, de toute façon, de voir n'importe qui malade, moi, je peux pas le voir déshabillé, par exemple. Je peux pas. Ça me fait trop mal. C'est parce qu'il a fait des rayons, apparemment il est tout noir, mais je voulais pas le voir. Et lui non plus, d'ailleurs, il m'a dit, avec mon frère ça va, mais parce qu'il sait que je suis sensible. Et hier, je l'ai porté parce que la porte était fermée à clé, et je suis vite allée voir mon père, et la porte était à clé, elle était fermée à clé, et je lui ai dit, attends, j'arrive, parce que j'avais une clé de la voiture, et lui il a voulu se lever parce qu'il avait peur que je reparte, et il était tout essoufflé et c'est moi qui l'ai porté. C'est difficile de voir. Mais oui, c'est très difficile. Bien sûr, c'est très douloureux. Excusez-moi. Mais non, mais vous n'avez pas à vous excuser, Linda. Enfin. Et vous voyez ce soir danser avec ces images-là, c'est difficile. Mais vous pouvez pas. Non, vous exigez trop de vous-même en ce moment. Vous exigez trop de vous-même. Et je vous dis, vous pouvez vraiment, pour le coup, craquer dans un cours, ce qui serait pas dramatique, surtout vu comment il se comporte. Mais franchement, non. Ne sacrifiez pas. Votre père là, est bien plus important que tous ces sales gens là. Enfin.
Oui. Bon, donc D'accord. La priorité, c'est vraiment d'être en arrêt maladie. Vous avez grand besoin de vous poser. Et encore une fois, surtout, j'aimerais arrêter de vous remettre en question là. C'est pas vous qui êtes fragile. C'est ce que vous vivez qui fragiliserait. Enfin, tout un chacun. C'est tout un chacun. Et je veux dire, je reçois tellement de messages de soutien, d'encouragement de gens qui sont révoltés par ce qu'on vous fait vivre, que je peux même pas tous les lire, mais beaucoup de gens qui pensent fort à vous, qui disent que votre santé est la priorité, que enfin vraiment il faut les envoyer promener ces gens-là et sans aucun scrupule et vous leur envoyez un arrêt maladie et la priorité c'est vous, arriver à tenir le coup pour vos enfants. Oui. Pour votre papa, être auprès de lui et être, trouver à ce moment-là, même au sein de l'hôpital où il est, vous pouvez trouver un accompagnement ponctuel. Hein, oui, quand justement, vous craquez, je me suis renseignée, oui. Voilà. C'est ça la priorité. Alors, les histoires d'argent, bien sûr, je l'occulte pas, mais vous savez, ça se solutionne, ça. D'accord. Hein, ça se solutionne. Rien ne justifie qu'on se sacrifie pour un boulot, d'autant plus quand vous avez affaire à des gens aussi dégueulasses. Je redis ce mot, c'est pas dans mon vocabulaire, mais je trouve vraiment ce qu'on vous fait subir proprement dégueulasse. D'accord, c'est gentil. Donc, dites-vous bien, Linda, que là, c'est prendre soin de vous et pouvoir accompagner votre père. D'accord ? Oui, c'est ce que je voulais faire, mais quelque part, je me suis dit, est-ce que je vais poser la question ou pas ? Parce que, en fait, comme c'était deux associations, et je me suis dit, ils me traitent, entre guillemets, pareil. Je me suis dit, c'est peut-être le problème vient de moi, en fait, et que je suis trop sentimentale. Non, ou trop mais vous rigolez. C'est eux qui se comportent comme des salauds. Ah bah oui. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est tout. Quand on m'a dit c'est une histoire de vie privée où tout le monde a ses problèmes là. Mais enfin, c'est. Moi aussi j'ai trouvé ça aberrant. D'ailleurs, je me suis encore énervée. C'est indécent. Oui, mais vous voyez, ils vont finir par vous faire craquer. Et il y a quoi à craquer ? Enfin, donc. Il ne faut plus avoir. Je suis obligée de me justifier. Quoi. J'ai dit mais je comprends pas. Linda, il ne faut plus avoir de contact avec ces gens-là. D'accord. Il ne faut plus avoir de contact avec ces gens-là. Vous vous mettez en arrêt maladie, d'un point de vue de la loi, vous êtes protégé. Et puis, quand vous aurez fait ce que vous avez à faire, quand vous pourrez, quand il un peu mieux, quand vous irez un peu mieux, vous trouverez d'autres structures et vous pourrez à ce moment-là vous remettre en selle. Mais pour le moment, vous exigez trop de vous et de votre corps là. Vous n'avez pas le cœur à danser, enfin. Oui, alors c'est vrai que parfois le travail est un bon dérivatif, aide, mais il y a un temps pour tout. Pour le moment, la priorité, elle n'est pas là. Vous, là, votre angoisse, elle vous rend malade, elle fait que vous vous agitez dans tous les sens et vous vous épuisez. Donc il faut déjà que vous soyez accompagné. En arrêt, vous allez voir déjà les choses autrement. Vous n'aurez plus à vous justifier, à courir. Vous pourrez vous occuper de vos enfants, prendre soin de votre père et vous donner du temps. Quand j'ai mes crises d'angoisse, là, j'ai peur de mourir. Je me dis, mes enfants, ils vont faire quoi ? Non, vous n'allez pas mourir, Linda. C'est simplement l'angoisse qui fait très mal et qui fait, à ce moment-là, vous avez peur. Vous êtes dans la peur de perdre. Vous avez peur de perdre votre père. Donc, vous avez tout ça. Donc, surtout mes enfants aussi, depuis voilà. Mais mon père aussi. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Non, mais parce que là, votre angoisse vous déborde et vous fait très mal. Donc. Arrêt maladie dès demain, vous allez voir votre médecin, d'accord ? Je compte sur vous, hein ? Oui, promis. Vraiment. Vous allez voir votre médecin, arrêt maladie, vous lui parlez de ces angoisses là pour qui vous donne peut-être à ce moment-là, ça vaut le coup de prendre quelque chose actuellement, ponctuellement, hein, de façon un petit peu plus régulière pour pas avoir à faire face à des crises là terribles que vous me décrivez. Ah, on n'est pas bien. Hein ? Et puis non. Et puis après, comme ça, vous pourrez accompagner votre père, être présente auprès de lui, ces moments sont précieux. Il y a Romuald qui disait, c'est donner de l'importance à des personnes qui en ont pour vous. Envoyez les pêtres là. Mais il n'y en a pas beaucoup alors. Hein. Non, mais votre père, il est précieux. Votre père, il est précieux, il mérite que vous soyez auprès de lui. Vos enfants sont précieux, ils ont besoin d'une maman qui tienne le coup, vous êtes courageuse. Mais ne vous laissez pas affaiblir.
D'accord. Arrêtez-vous là, hein, et vous reprendrez. Vous verrez, vous reprendrez bien sûr, mais pas pour le moment. Je vous embrasse bien fort. Vous savez, ils sont nombreux, les auditeurs, à être de tout cœur avec vous, à penser à vous, à vous adresser toute leur amitié, toute leur sympathie, et à vous dire surtout de prendre soin de vous et de votre père. Merci beaucoup. Hein, et puis, à tout le monde. Merci. Un prochain soir, sachez qu'on est là si vous avez besoin de nous parler. C'est gentil. Je vous Merci d'avoir embrasse, pris du temps. Linda. Au revoir. Au revoir. La libre antenne, la nuit, sur Europe 1. Beaucoup de messages pour vous, Linda, qui vous disent pensez à vous, on pense à vous en tout cas, et pensez à vous, à votre santé, à votre famille, entourez votre père. Beaucoup disent, vous savez, au boulot, personne n'est irremplaçable. Certains sont passés par là et on dit, vous en retrouverez du boulot. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, la priorité, c'est de bien prendre soin de vous et d'essayer de vous reposer. Je vous embrasse bien fort. Merci pour tous ces messages généreux. Je vous souhaite un excellent week-end. Bien sûr, ce soir, vous retrouvez Sophie et moi, je vous dis à lundi. Il est 1h du matin. Vous écoutez Europe 1. Bonne nuit à vous.